Pendant les fêtes de Noël, il était prévu que notre famille parte en vacances. Alors que nous faisions nos valises, ma belle-mère a glissé furtivement un sac à main dans ma valise. J'ai fait semblant de ne rien remarquer. Juste avant de partir pour l'aéroport, j'ai échangé ma valise avec celle de ma belle-sœur. Lorsque nous sommes arrivés au contrôle de sécurité, ma belle-mère a vu ce qui se passait et a éclaté en sanglots. Tout était fini. Ce Noël-là, j'avais 28 ans et c'était la première fois que je voyais la maison de mes beaux-parents dans un tel état de chaos contrôlé. Ce n'était pas le chaos des rires, mais celui des roulettes de valises gémissant contre le carrelage, le bruit d'une fermeture éclair qu'on ferme et qui accroche, la voix de ma belle-mère criant des noms comme un sergent, et le tic-tac rythmé et constant de l'horloge murale qui me serrait la poitrine. Dans la famille de mon mari, ils sont 4. Mon beau-père Jean, ma belle-mère Monique, mon mari Lucas et sa sœur Manon. Moi, je suis Chloé, la belle-fille. Après 3 ans de mariage, je m'étais habitué aux routines strictes de ma belle-mère, même à sa façon de sourire sans que le sourire n'atteigne jamais ses yeux. Mais je croyais encore que si les gens vivaient ensemble assez longtemps, ils finiraient par s'adoucir, qu'ils apprendraient à s'aimer vraiment. C'était ma naïveté. Elle a duré jusqu'à la veille de notre voyage en famille. C'est mon mari qui l'avait organisé, disant que nous avions besoin d'une escapade pour changer d'air après une année stressante pour son entreprise. La destination était la Corse, à un vol de distance. L'idée de l'océan, de la brise, de l'air salin, je la désirais aussi. J'étais excité, mais je n'osais pas trop le montrer. Je craignais que si je semblais trop impatiente, on me traiterait de belle-fille frivole, alors j'ai emballé mes affaires en silence. Tout rangé, tout à sa place. Le salon, cet après-midi-là, ressemblait à un petit entrepôt avec 5 valises colorées alignées contre le mur. Ma belle-mère se tenait au milieu de la pièce avec un carnet à la main, ses yeux sautant d'une valise à l'autre, sa voix d'un ton monotone que personne n'osait interrompre. « Jean, ta valise noire près de la porte pour que ce soit facile de... » « Lucas, où sont les papiers ? Vérifie les cartes d'identité et les cartes d'embarquement. N'attends pas que nous soyons là-bas pour commencer à fouiller. Manon, arrête de faire ta valise comme si tu déménageais. Nous ne partons que quelques jours. » Manon, qui mettait une 4e robe dans sa valise, a fait la moue, mais n'a pas osé répliquer. Mon mari allait et venait entre la chambre et le salon, se baissant de temps en temps pour m'aider avec une fermeture éclair rebelle et m'adressant un petit sourire d'excuse qui disait « Tu sais comment elle est ». J'étais accroupi dans un coin, vérifiant mes propres affaires une dernière fois, analgésiques, comprimés contre le mal des transports, crème solaire, quelques vêtements légers, quelques collations pour le vol. J'ai toujours été méticuleuse, voulant être prête à tout. Je pensais simplement que c'était des vacances, une opportunité pour que la famille se soude davantage. Peut-être que ma belle-mère me verrait d'un autre œil. C'était jusqu'à ce que je la voie, elle, Monique, marcher dans le couloir vers la chambre principale. Elle portait quelque chose de petit, sombre et compact. Cela ressemblait à une trousse de toilette ou un petit sac. Elle se déplaçait vite, avec des pas légers, comme si elle craignait qu'on l'entende. J'ai levé les yeux juste à ce moment-là. La lumière du salon l'a illuminée et j'ai vu la sangle du sac pendre de sa main avant qu'elle ne disparaisse derrière la porte de la chambre. Je n'ai pas posé de questions. J'ai fait semblant d'être occupé à réorganiser mes affaires comme si je n'avais rien vu. 3 ans en tant que belle-fille m'avaient appris une chose, dans cette maison, il y avait des questions qui n'apportaient que des problèmes. Mais mon cœur n'était pas stupide. Il a commencé à battre plus vite que la normale, un pressentiment que quelque chose n'allait pas. Environ 10 minutes plus tard, ma belle-mère est sortie avec une assiette de pommes coupées et l'a posée sur la table. Elle m'a regardé avec une voix un peu plus douce que d'habitude. « Chloé, mange un peu de fruits. Tu es fatiguée de faire la valise ? » « Non, j'ai presque terminé, madame, » ai-je répondu en essayant de garder une voix ferme. En portant un morceau de pomme à ma bouche, j'ai regardé ma valise. Elle était d'une couleur grise unie. Je laissais toujours la tirette de la fermeture éclair sur le côté gauche, où il m'était plus facile de l'attraper, mais maintenant elle était légèrement décentrée, comme si on l'avait ouverte et refermée précipitamment, et je savais que je n'y avais pas touché depuis que je l'avais fermée. J'ai souri et continué à manger la pomme, mais à l'intérieur, un nœud se formait dans mon estomac. Il était presque minuit quand tout le monde a enfin terminé. Ma belle-mère a répété ses instructions encore et encore, comme si un faux pas allait ruiner tout le voyage. Demain à l'aéroport, chacun est responsable de ses papiers.
Rappelez-vous quelle est votre valise. Ne les confondez pas et ne causez pas de problème. Mon beau-père a hoché la tête juste pour lui faire plaisir. Manon a murmuré un oui en regardant son portable. Et moi, j'ai regardé ma valise grise puis de nouveau les yeux de ma belle-mère. Elle ne m'a pas regardé longtemps, mais j'ai capté une lueur de quelque chose. Ce n'était pas de la haine, ce n'était même pas de l'inquiétude pour moi, c'était plutôt de la surveillance. Cette nuit-là, mon mari s'est endormi tout de suite, probablement épuisé. Je restais allongé dos à lui, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, écoutant le bourdonnement de la climatisation et le battement froid et lourd de mon propre cœur. S'il y avait quelque chose dans ma valise qui n'était pas à moi, qu'est-ce que cela pouvait être? De l'argent liquide? Du hashish? Quelque chose de précieux? Ou quelque chose qui pourrait causer de graves problèmes? Je n'osais pas laisser mon imagination s'envoler, mais je comprenais une chose. Si cette valise était inspectée à l'aéroport demain, la personne responsable serait celle dont le nom figurait sur l'étiquette du bagage. Et ce nom était le mien. Je ne suis pas du genre à réagir de manière excessive, mais je ne suis pas non plus le type de belle-fille qui accepterait en silence le blâme pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. J'avais déjà assez supporté pour maintenir la paix. Je pouvais tolérer des mots durs, des regards condescendants et des repas qui ressemblaient plus à des examens qu'à des dîners de famille, mais je ne pouvais pas tolérer quelque chose qui pourrait m'entraîner dans un désastre. Soudain, je me suis souvenu de ma belle-mère dans le couloir, tenant ce petit sac sombre. Si elle l'avait mis dans ma valise, cela signifiait qu'elle l'avait ouverte. Quand l'avait-elle fait? Pendant que j'étais occupé à faire ma valise dans le salon, pendant que j'avais le dos tourné sous la douche ou pendant que j'étais à la cuisine pour prendre de l'eau. Et pourquoi, alors que je gisais là, le visage de Manon est-il soudainement apparu dans mon esprit? Elle était la prunelle des yeux de sa mère, gâtée depuis toute petite, et son père l'adorait aussi. Mon mari aimait sa sœur, mais dans la limite du raisonnable, ma belle-mère était différente. Avec Manon, elle semblait fondre. Elle pouvait me crier dessus, mais à Manon, elle ne faisait que de doux rappels. En pensant à cela, un frisson m'a parcouru le corps. Je n'ai réussi à dormir qu'un peu alors que l'aube approchait. À 4 heures du matin pile, toute la maison s'est réveillée comme si elle avait une minuterie. Manon a crié qu'elle ne trouvait pas sa trousse de maquillage. Mon beau-père était occupé à vérifier tous les interrupteurs. Mon mari courait d'un côté à l'autre et ma belle-mère, debout au milieu de tout cela, avec un dossier à la main, sa voix un flux constant d'ordre. J'ai fini de m'habiller et je suis sorti. Ma belle-mère m'a tendu une veste. Il fait froid à cette heure-ci. Mais ça. Oui, merci, ai-je dit en prenant la veste. Ma main s'est glissée instinctivement dans la poche. Près de la couture intérieure, j'ai senti une petite bosse dure, enfoncée très profondément comme pour la cacher. Si je n'avais pas touché cet endroit exact, je ne l'aurais pas remarqué. J'ai gardé mon expression neutre. J'ai remonté la fermeture éclair de la veste comme si je ne savais rien. Ma belle-mère était juste là. Ses yeux se sont détournés vers moi une fraction de seconde puis elle a regardé ailleurs comme si de rien n'était. À cet instant, j'ai su que quelque chose était caché, non seulement dans la valise, mais aussi dans cette veste. Le froid du matin n'était pas ce qui me faisait trembler, c'était la froideur à l'intérieur de moi. Le taxi nous a emmenés à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Ma belle-mère s'est assise sur le siège arrière à côté de Manon, mais ses yeux ne cessaient de regarder vers l'avant, où je tenais ma valise grise à mes pieds. Elle la surveillait comme un faucon, comme si elle craignait que quelqu'un n'y touche. Mon mari a appuyé sa tête sur le siège et a fermé les yeux. Mon beau-père murmurait des rappels de dernière minute. Manon portait ses écouteurs, souriant à quelque chose sur son écran, et moi, je me tenais droite en regardant par la fenêtre alors que les lumières de la rue balayaient mon visage. Une seule pensée tournait dans ma tête. Si je restais silencieuse, je serais celle qui porterait le blâme. Si je faisais une scène, on m'accuserait d'être une belle-fille paranoïaque et de gâcher le voyage. Mais si je ne faisais rien, je pourrais perdre ma réputation, ma vie entière. Je ne voulais pas de vengeance, je voulais juste me protéger. Une idée a surgi dans mon esprit, simple et froide comme la glace. Échanger les valises. Je n'aurais besoin que d'un moment, d'une distraction. Je n'aurais qu'à laisser la personne que ma belle-mère était si sûre de voir en sécurité affronter les conséquences de ce que ma propre belle-mère avait mis en marche. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé Manon. Elle était toujours inconsciente de tout,
complètement ignorante, mais je ne pouvais pas être sûr qu'elle était tout à fait innocente. Certaines personnes grandissent dans des familles calculatrices. Elles n'ont pas besoin de se salir les mains, elles n'ont qu'à regarder ailleurs. La voiture s'est arrêtée au terminal de l'aéroport. Ma belle-mère a serré son sac fermement. Je l'ai entendu prendre une respiration rapide et saccadée avant de se recomposer. Je me suis baissé et j'ai touché ma valise grise comme si je touchais un couteau caché. Il y avait une petite éraflure sur la tirette de la fermeture éclair que je connaissais bien. Je l'utilisais depuis 3 ans. C'était ma valise, mais quelque chose à l'intérieur ne m'appartenait plus. J'ai levé les yeux en regardant droit devant. Je me suis dit que si aujourd'hui était un piège, ce ne serait pas moi qui y entrerais pieds nus. Et juste au moment où la portière de la voiture s'est ouverte et qu'une rafale d'air froid m'a frappé le visage, j'ai su que j'étais sur le point de faire quelque chose qui pourrait mettre toute cette famille sens dessus-dessous. Je m'en souviens encore clairement, de ce moment debout dans le terminal de l'aéroport, où les gens traînaient leurs valises avec toute l'excitation d'un voyage alors que ma famille traînait un poids sur la poitrine. Les lumières fluorescentes étaient si vives qu'on pouvait voir chaque veine, chaque goutte de sueur sur le visage de chacun. Ma belle-mère Monique était paralysée. Ses yeux allaient et venaient entre la valise grise retenue au contrôle de sécurité et la valise argentée que je portais. Mais à ce moment-là, je ne me suis pas permis de trembler. Je savais que si je montrais la moindre peur, tout ce château de cartes s'effondrerait à un autre niveau. Lucas était à mes côtés, sa main serrant la mienne, froide comme la glace. Mon beau-père, Jean, regardait sa femme comme si elle était une étrangère. Et Manon était paniquée, pleurant, incapable de former une phrase cohérente, répétant simplement encore et encore, « Ce n'est pas la mienne. » Je ne sais pas. Quand un agent de la gendarmerie lui a demandé de les accompagner pour une inspection plus approfondie, son visage est devenu blanc. Ma belle-mère a poussé un cri et s'est précipitée en avant comme si elle essayait de leur arracher le destin des mains. Mais plus elle criait, plus elle révélait une terrible vérité. Elle ne craignait pas un malentendu, elle craignait qu'ils ne comprennent correctement. On m'a appelé de manière polie, suivant le protocole. On m'a demandé à qui appartenait la valise argentée. J'ai répondu calmement que c'était mon bagage à main et que ma valise enregistrée, une noire, était déjà passée. J'ai parlé lentement et clairement. Pas un mot de trop. Je savais que chaque mot que je dirais pourrait me sauver ou me condamner. Ma belle-mère me regardait avec une expression de haine et de panique à la fois, comme si elle cherchait désespérément une fissure pour m'entraîner avec elle, mais elle n'en a trouvé aucune. Lucas m'a aussi regardé et j'ai pu lire le seul mot qui prenait racine dans ses yeux, soupçon. Ils nous ont accompagnés dans une salle d'attente privée, pas une salle d'interrogatoire, mais assez pour qu'il soit clair que c'était sérieux. Manon fut la première à entrer. La porte s'est fermée avec un clic, comme un point final à une phrase. Ma belle-mère Monique s'est effondrée sur une chaise en plastique, les mains agrippées à son sac comme si c'était le dernier lambeau de sa dignité. Jean est resté près de la porte, regardant le couloir avec un visage sombre. Lucas m'a emmené dans un coin. Sa voix était basse, mais tremblante. « Chloé, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que maman a fait avec les bagages? Tu as vu quelque chose ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne pouvais pas lui raconter ce que j'avais fait dans l'agitation de l'aube, ni exprimer mes soupçons. J'ai seulement dit la chose la plus sûre et vraie que je pouvais. Je ne sais pas ce qu'elle a mis là-dedans, mais elle agit bizarrement depuis hier soir. Cette seule phrase a suffi pour Lucas. Je ne l'ai pas accusée, mais je ne l'ai pas couverte non plus. Il m'a regardé pendant un long moment, puis s'est écarté comme un homme qui s'éloigne d'une blessure qu'il n'ose pas toucher. Juste à ce moment-là, Jean s'est retourné, sa voix essayant de rester calme face aux étrangers. « Monique, dis-moi, qu'est-ce que tu as mis dans cette valise pour causer tout ça ?» Ma belle-mère a levé les yeux, injectés de sang. Mais ce n'était pas seulement à cause des pleurs, c'était le rouge de la peur pure. Elle a secoué la tête frénétiquement. « Rien. Je ne sais pas. Ça devait être là, c'est tout. » Jean a lâché un rire sec qui a résonné comme le vent sifflant à travers une grille en fer. « Tu crois ça toi-même ?» À ce moment, la porte s'est ouverte. Manon est sortie, les jambes tremblantes, le visage vide comme celui de quelqu'un qu'on vient de sortir d'un cauchemar. Derrière elle, une agente a déclaré clairement que pour l'instant elle était libre, mais qu'elle devrait coopérer avec l'enquête. Les bagages restaient retenus et ils avaient besoin de plus de temps pour vérifier l'origine des objets qui s'y trouvaient.
j'ai entendu chaque mot, chacun aussi lourd qu'une pierre tombant dans l'eau. Manon s'est accrochée à Lucas en sanglotant. Lucas, j'ai peur. Je n'ai rien fait. Ma belle-mère a essayé d'étreindre sa fille, mais Manon l'a repoussée. Pas avec force, mais suffisamment pour que son message soit clair. C'était la première fois que je voyais Manon regarder sa mère comme si elle voyait quelqu'un capable de lui faire du mal. Et j'ai compris qu'à cet instant, le lien entre mère et fille avait été tranché, pas rompu, mais il saignait. Jean nous a tous sortis de la zone. Une voiture d'un ami de la famille attendait déjà. Le trajet de l'aéroport à l'hôtel aurait dû être rempli de rires et d'annonces joyeuses de notre arrivée, mais personne n'a dit un mot. Ma belle-mère s'est assise recroquevillée sur le siège arrière, regardant par la fenêtre comme si elle craignait de voir son propre reflet. Lucas s'est assis à côté de moi, mais l'espace entre nous semblait plus large que toute la rangée. Manon s'est assise devant, essuyant constamment ses larmes, regardant de temps en temps sa mère avec un mélange de colère et de peur. J'en gardais le silence. C'était le silence d'un homme âgé qui n'a plus de mots pour réprimander et à qui il ne reste qu'une décision à prendre. Dès que nous sommes entrés dans le hall de l'hôtel, alors que le personnel expliquait encore les procédures d'enregistrement, le téléphone de ma belle-mère a sonné. Elle a regardé l'écran et toute couleur a disparu de son visage. Elle s'est retirée dans un coin pour prendre l'appel. Je n'essayais pas d'écouter, mais sa voix tremblait tellement que quiconque se trouvait à proximité pouvait l'entendre. Non, ça doit être une erreur. S'il vous plaît, ne lui faites rien. Je m'en occuperai. J'ai regardé Lucas. Lui aussi l'avait entendu. Cette fois, il ne m'a pas posé plus de questions, il a juste regardé sa mère avec une expression d'amère déception. Jean s'est approché et lui a arraché le téléphone des mains. « Avec qui tu parles ?» Ma belle-mère a essayé de le récupérer, mais n'a pas pu. Jean ne lui a pas rendu le téléphone, il l'a juste regardé comme si elle venait de mettre le feu à sa propre maison. « Qu'est-ce que tu as fait, Monique ?» Avant que ma belle-mère ne puisse répondre, ses genoux ont cédé. Elle s'est effondrée là, sur le sol poli du hall. Le personnel de l'hôtel s'est précipité pour demander de l'aide. Manon a crié « Maman !» Mais le cri était brisé, mêlé de peur et de colère. Lucas a couru aux côtés de sa mère, les mains tremblantes. Jean est resté paralysé quelques secondes avant de finalement se baisser pour aider à la relever. Je suis resté là sans pleurer, sans paniquer. Une couche de froideur m'a couverte. Pas parce que j'étais insensible, mais parce que je comprenais. Chaque fois qu'il se passait quelque chose dans cette famille, si je m'effondrais aussi, qui maintiendrait Lucas debout? Qui empêcherait Manon de se briser complètement? Je n'étais plus la belle-fille qui ne savait qu'endurer. J'étais au milieu d'un vortex et si je ne gardais pas la tête froide, il m'entraînerait au fond. Le centre hospitalier d'Ajaccio était propre et lumineux. L'odeur antiseptique était si forte qu'elle forçait une sorte de clarté douloureuse. Le médecin a dit que la tension de ma belle-mère avait chuté à cause d'un stress sévère et qu'elle devait rester en observation. Elle gisait dans le lit avec une perfusion à la main, les yeux fermés, mais ses paupières tremblaient. Manon était assise dans un coin, serrant ses genoux, sans rien dire. Jean était assis près du lit, les mains entrelacées, le visage comme de la pierre. Lucas était debout près de la fenêtre, regardant dehors. Le ciel était brillant, mais j'étais sûr que son monde semblait gris. Après un moment, ma belle-mère a ouvert les yeux. La première chose qu'elle a demandé n'était pas pour elle, c'était « Où est Manon ? Elle va bien ?» Manon n'a pas répondu. Monique a regardé Jean, puis Lucas. Finalement, son regard s'est posé sur moi. J'ai soutenu son regard. Je n'ai ressenti aucun triomphe. J'ai seulement ressenti de la pitié pour cette famille. Pitié parce que notre réunion de vacances s'était transformée en tribunal. Dès que nous sommes sortis de l'avion, Lucas s'est éloigné de la fenêtre, sa voix basse et étrange, comme s'il parlait à une mère qu'il ne reconnaissait plus. « Maman, je te le demande une seule fois et je veux la vérité. Qu'est-ce que tu as mis dans cette valise? Dans quoi es-tu impliqué? Qui était à l'appareil? » Ma belle-mère s'est mordu la lèvre. Ses yeux bougeaient d'un côté à l'autre. Elle allait mentir. Je pouvais le voir, mais Jean a parlé en premier. Sa voix d'un calme effrayant. « Monique, tu veux sauver ta fille ou la détruire? Si tu continues à être évasive, ce ne sera pas seulement Manon, Lucas, Chloé et moi,
aucun de nous ne pourra supporter les conséquences. Mon nom mentionné dans cette chambre d'hôpital a résonné comme un point d'exclamation. J'ai vu Lucas tressaillir comme s'il venait de s'en souvenir. C'était vrai, la personne qui avait failli être jetée au loup n'était autre que moi. Ma belle-mère m'a regardé, ses yeux retrouvant de la vigueur, mais cette fois ce n'était pas avec défi, c'était avec la honte de son propre effondrement. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste posé lentement une question, aussi légère qu'un soupir, mais assez lourde pour la noyer. Maman, si aujourd'hui on m'avait retenu moi au lieu de Manon, aurais-tu dit un seul mot pour moi? La chambre est restée silencieuse. Lucas m'a regardé. Son expression s'est assombrie puis s'est légèrement éclaircie, comme quelqu'un à qui on vient de jeter un seau d'eau froide au visage. Manon a levé la tête et a regardé sa mère. Les larmes coulaient sur son visage, ne sanglotant plus. Jean a lâché un long soupir, un soupir qui a semblé être un saut final. Ma belle-mère a commencé à trembler de manière incontrôlable. Elle a essayé de se détourner, mais n'a pas pu échapper à cette question. Ma belle-mère, Monique, est restée silencieuse pendant longtemps après ma question. Son silence n'était pas son obstination habituelle, c'était le silence de quelqu'un acculé au bord d'une falaise, à un pas de tomber. La perfusion gouttait constamment, chaque goutte résonnant dans l'air lourd de la chambre d'hôpital. De l'autre côté de la fenêtre, le ciel de Corse était d'un gris brumeux. Il ne pleuvait pas. Mais il n'y avait aucune trace de soleil auquel se raccrocher. Elle a détourné le visage, les lèvres serrées en une ligne fine, ses mains tremblantes remontant la couverture comme pour se cacher derrière le fin tissu. Mon beau-père, Jean, l'a observé un long moment avant de se lever. Il a approché une chaise du lit. Sa voix n'était plus tranchante, mais fatiguée. Monique, tu n'es plus une enfant. Quoi que tu fasses, tu dois penser aux conséquences. Si tu ne parles pas aujourd'hui, ils te feront parler demain. Mais d'ici là, tu pourras encore protéger tes enfants. En entendant cela, Manon, qui était recroquevillée dans le coin, a éclaté en sanglots. Ses sanglots n'étaient plus féroces, mais étouffés, comme ceux d'une enfant qui vient de réaliser que l'adulte en qui elle avait le plus confiance est capable de faire quelque chose de terriblement mal. Elle s'est levée et a fait quelques pas vers le lit, la voix tremblante. « Maman, dis-le. Je n'en peux plus. Je ne veux pas vivre avec cette peur. » Ma belle-mère s'est tournée vers sa fille. Ses yeux à ce moment-là l'ont fait paraître vieille pour la première fois. Pas vieille par l'âge, mais par le poids qu'elle portait. Elle a levé une main avec l'intention de prendre celle de Manon, mais elle est retombée à mi-chemin, comme si elle n'osait plus toucher sa propre fille. « Manon, je voulais juste le meilleur pour toi. » Cette phrase a fait lâcher à Lucas un rire court et amer. Il était appuyé contre le mur, les bras croisés, la voix basse mais coupante. Quel genre de meilleur c'était ça, maman? Celui qui faillit entraîner toute cette famille avec toi. Ma belle-mère a frissonné en regardant son fils. Peut-être n'était-elle pas habituée à ce qu'il lui parle de cette façon. Jusqu'à présent, peu importe leur désaccord, il avait toujours maintenu une distance respectueuse. Aujourd'hui, cette distance avait été démolie. Je suis resté immobile sans interférer. Je savais que tout ce que je dirais maintenant pourrait être vu comme jeter de l'huile sur le feu, mais je savais aussi que la vérité était forcée de sortir. Qu'on le veuille ou non. Ma belle-mère a fermé les yeux, a pris une profonde inspiration et l'a relâchée lentement, comme si elle libérait quelque chose qui lui opprimait la poitrine depuis longtemps. C'était de l'argent, a-t-elle dit à voix basse. De l'argent liquide et quelques objets que quelqu'un m'a demandé d'apporter. La pièce a semblé devenir plus dense. Jean a froncé les sourcils. Qui te l'a demandé? Comment te l'ont-ils demandé? Ma belle-mère s'est mordu la lèvre. Les larmes jaillissaient de ses yeux. Une vieille connaissance qui fait des affaires ici. Ils m'ont demandé de le ramener sur le continent pour eux. Je pensais que je faisais juste une faveur. Je ne m'attendais pas. Tu ne t'attendais pas à quoi? L'a interrompu Lucas. Tu ne t'attendais pas à te faire prendre? Ou tu ne t'attendais pas à transformer presque ta belle-fille en bouc émissaire? Ma belle-mère s'est tournée pour me regarder. Son regard s'est dévié rapidement, mais pas avant que je ne capte une lueur de honte. Très petite, mais elle était là. Non, je ne pensais pas à toi, a-t-elle dit d'une voix brisée. Je pensais qu'il fouille rarement les femmes et que s'il le faisait, ce ne serait qu'un problème de paperasse.
Un frisson m'a parcouru le dos. Il fouille rarement les femmes. Une supposition si négligente et cruelle. Juste un problème de paperasse, une phrase triviale pour quelque chose qui pourrait détruire la vie de quelqu'un. Jean a frappé la barrière du lit avec sa main. Ce n'était pas un coup fort, mais il a fait sursauter tout le monde. Arrête de dire des bêtises. Tu as une idée de ce que tu as fait? Ce n'est pas juste de l'argent ou des objets de valeur. C'est une question de loi. Manon secouait la tête à plusieurs reprises. Les larmes coulaient sur son visage. Maman, tu es folle? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu ne l'as pas dit à papa? Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? Ma belle-mère s'est effondrée en sanglotant. C'était le son d'une femme qui avait passé toute sa vie à donner des ordres et à avoir le contrôle, maintenant complètement brisée. J'avais peur. J'avais peur que si je vous le disais, vous ne me laissiez pas faire. Ils ont promis. Ils ont promis un bon travail pour Manon là-bas. Je ne pensais qu'à son avenir. Cette déclaration a fait geler Manon. Elle a regardé sa mère, ses yeux un mélange de douleur et de colère. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'un travail comme ça. J'ai besoin d'une mère normale, pas d'une qui est prête à me mettre en danger. L'air dans la chambre d'hôpital était si lourd que j'avais du mal à respirer. J'ai regardé Lucas. Il avait les yeux fermés, la mâchoire serrée. Je savais qu'il luttait pour ne pas dire quelque chose qui pousserait sa mère à bout. J'ai fait un pas en avant. Ma voix basse, mais suffisamment claire pour que tous l'entendent. Maman, sais-tu pourquoi j'ai changé les valises? Ma question a fait se retourner tout le monde vers moi. Les yeux de ma belle-mère se sont ouverts en grand. Tu les as changés? J'ai hoché la tête. Oui, parce que la veille au soir, je t'ai vu entrer dans la chambre. Je t'ai vu avec un sac. Je n'étais pas sûr, mais j'avais peur. J'avais peur que s'il se passait quelque chose, je serais celle qui porterait le blâme. Lucas a tourné la tête brusquement pour me regarder. Ses yeux étaient pleins de surprise, puis d'une compréhension naissante et, enfin, d'un remords clair et profond. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» a-t-il demandé de sa voix. Je l'ai regardé sans le blâmer. « Si je te l'avais dit, qu'aurais-tu fait? Tu aurais demandé à ta mère. Elle l'aurait nié et j'aurais dû monter cette valise dans l'avion quand même. » Il est resté silencieux. Jean a soupiré en se frottant le front. Donc Chloé a failli payer pour Manon. Je n'ai pas répondu. La question en elle-même était déjà assez douloureuse. Ma belle-mère m'a regardé pendant un long moment. Cette fois, elle n'a pas détourné le regard, elle a dit d'une voix tremblante, « Chloé, ma fille. Je suis désolé. » Les mots sont tombés au sol, légers, mais lourds. Je ne me suis pas sentie triomphante, je me suis juste sentie fatiguée. Des excuses ne pouvaient pas effacer l'intention originale, mais elles démontraient qu'elle comprenait enfin ce qu'elle avait fait. Un médecin est entré pour l'examiner, disant qu'elle avait besoin de repos et de ne pas s'agiter. On nous a demandé à tous de partir. Avant de passer la porte, j'ai entendu la voix de ma belle-mère très basse, m'appelant « Chloé. Je sais que tu ne me fais plus confiance. » Je me suis retourné pour la regarder et j'ai dit lentement, « J'ai confiance que tu es la mère de Lucas et de Manon. Quant à tout le reste, je pense que cela prendra du temps. » Hors de la chambre d'hôpital, le couloir était long et froid. Manon s'est assise sur un banc en enfouissant son visage dans ses mains et en pleurant. Lucas s'est assis à côté d'elle, lui donnant de petites tapes dans le dos comme s'il consolait une petite fille. Jean s'est appuyé contre le mur. Ses épaules semblaient un peu plus voûtées. Lucas m'a regardé. Ses yeux complètement différents de ce qu'ils avaient été à l'aéroport. Plus doux, mais aussi plus lourds. « Je te dois des excuses, » a-t-il dit. J'ai secoué la tête. Pas maintenant. Il a compris. Certaines excuses doivent être dites, mais au bon moment où elles deviennent un autre fardeau. Je savais que ce n'était pas fini. Les problèmes juridiques étaient toujours là. Les vieilles connaissances que ma belle-mère a mentionnées restaient une inconnue et, le plus important, la confiance dans cette famille s'était fracturée. Toutes les fractures ne sont pas visibles, mais je pouvais sentir celle-ci au plus profond de mes os. Une pensée froide a traversé mon esprit. Si je n'avais pas changé les valises ce jour-là, si j'avais été un peu plus faible, la personne allongée dans ce lit d'hôpital,
ou pire celle qui serait détenue, aurait pu être moi. Et j'ai compris qu'à partir de ce moment, je ne pouvais plus être seulement la belle-fille soumise. Je devais être alerte, parce que si je tombais, personne ne me protégerait à part moi-même. Après ce jour-là, ma famille a eu l'impression d'avoir survécu à une tempête, mais personne n'était sûr d'être encore en sécurité. Ma belle-mère Monique est restée à l'hôpital 2 jours de plus en observation. Mon beau-père Jean est resté avec elle. Lucas, Manon et moi sommes retournés à l'hôtel. Mais, retourner, n'était qu'un mot. En réalité, aucun de nous ne sentait que nous étions en vacances. L'hôtel était spacieux, la chambre était lumineuse et les portes vitrées donnaient sur une route parfaitement droite, où les voitures bougeaient de manière ordonnée, complètement déconnectées de la petite tragédie qui se déroulait au sein d'une famille loin de chez elle. Je suis resté longtemps près de la fenêtre à observer les gens passer, pensant à quelque chose de simple. Si rien de tout cela n'était arrivé, en ce moment même, je serais probablement en train de prendre des photos avec excitation pour les envoyer à mes amis, me vantant de mon premier voyage en Corse. L'idée m'a serré le cœur. Lucas est sorti sur le balcon et s'est mis à côté de moi. Un silence inconnu s'est étendu entre nous. Pas le silence de la colère, mais celui de personnes qui viennent de traverser une grande crise et n'ont pas eu le temps d'ordonner leurs pensées. « Tu es fatigué ?» a-t-il demandé à voix basse. « Je vais bien » ai-je répondu. Il a hoché la tête, sa main agrippée à la balustrade. Je savais qu'il se blâmait lui-même, mais certaines erreurs ne peuvent pas être réparées avec un simple « je suis désolé ». Un moment plus tard, Manon a frappé à ma porte. Elle avait les yeux gonflés et le visage pâle, comme si elle venait d'avoir une autre crise de larmes. « Chloé, tu es occupée ? Je veux te parler un moment. » J'ai ouvert la porte et je l'ai fait entrer. Elle s'est assise sur le bord du lit, se tordant les mains, la tête baissée. « Je suis désolée, a-t-elle dit rapidement, comme si elle craignait que je ne la laisse pas finir. Si tu n'avais pas changé les valises, je ne serais probablement pas ici en ce moment. Je l'ai regardée non pas avec colère, mais avec tristesse. Ce n'était pas ta faute. Elle a secoué la tête. Mais si je n'avais pas été prudente, j'aurais été celle qui aurait des problèmes et tu aurais été impliquée. Je n'avais aucune idée que maman ferait ça. Vraiment, je ne le savais pas. Je l'ai cru. Sa panique à l'aéroport, la façon dont elle a regardé sa mère à l'hôpital, tout était authentique. J'ai posé ma main doucement sur la sienne. Je sais. Tu n'as pas apporté ça. Manon a éclaté en sanglots, cette fois sans se retenir. Chloé, j'ai tellement peur. Je ne peux même plus regarder ma mère. J'ai pitié d'elle et en même temps je suis en colère contre elle. Je ne sais pas comment lui faire face. Je l'ai prise dans mes bras et mon cœur s'est adouci. Après tout, ce n'était qu'une fille qui avait grandi protégée par sa mère, sans jamais imaginer que la personne en qui elle avait le plus confiance pourrait la mettre en danger. Donne-toi juste du temps. Personne ne s'attend à ce que tu comprennes immédiatement, ai-je dit. Cet après-midi-là, Lucas a appelé Jean. J'ai pu entendre faiblement le soupir fatigué familier d'un homme qui essaie de maintenir sa famille unie à l'autre bout de la ligne. « Comment va maman ? Papa ? » a-t-il demandé. « Mieux, mais elle a toujours le moral bas, » a répondu Jean. Le médecin dit qu'elle a besoin de tranquillité. Quant à la situation à l'aéroport, j'ai contacté un avocat d'ici. Ils disent qu'il y aura d'autres réunions. En entendant cela, Lucas est resté silencieux. J'ai vu ses épaules s'affaisser. Papa, si ça devient sérieux, je pense que Chloé et moi devrions nous préparer au pire. Jean n'a pas répondu immédiatement. Après un moment, il a dit d'une voix fatiguée, mais ferme, « Je comprends, mais je ne permettrai pas que ma belle-fille se voie entraînée là-dedans. » Ces mots m'ont laissé stupéfaite. En 3 ans, c'était la première fois que j'entendais mon beau-père dire quelque chose d'aussi clair pour ma défense. Je ne me suis pas sentie heureuse, j'ai juste senti une brûlure dans les yeux. 2 jours plus tard, ma belle-mère est sortie de l'hôpital. Elle semblait visiblement plus mince. Ses yeux n'étaient plus perçants, mais éteints et fatigués. Quand la famille s'est réunie dans la chambre d'hôtel, l'air était aussi lourd que si on avait placé un bloc de pierre au centre de la pièce. Monique nous a regardés chacun à notre tour, son regard se posant finalement sur moi. Elle a incliné la tête. Chloé. Je sais qu'il est trop tard pour dire quoi que ce soit maintenant,
mais je veux que tu saches que je n'ai pas pu dormir. Je n'arrête pas de penser que si tu n'avais pas changé les valises ce jour-là, je t'aurais envoyé à la ruine. » Je suis restée silencieuse. Je ne savais pas comment répondre adéquatement. Le pardon semblait trop facile, tandis que le blâme ne ferait qu'empirer les choses. Jean a rompu le silence tendu. Ce qui est fait est fait. L'important maintenant, Monique, c'est que tu coopères pleinement avec l'avocat. Ne cache plus rien. Ma belle-mère a hoché la tête à plusieurs reprises. Je sais que j'ai eu tort. Lucas a regardé sa mère, sa voix basse et claire. Maman, je n'ai pas besoin que tu fasses quoi que ce soit d'autre pour moi ou pour Manon. J'ai juste besoin que tu arrêtes de prendre des décisions pour les autres. Monique a éclaté en sanglots en hochant la tête. D'accord, je le promets. Cette nuit-là, je suis resté longtemps au lit sans pouvoir dormir. La question que j'avais posée à ma belle-mère à l'hôpital se répétait dans mon esprit. Si ça avait été moi, aurais-tu dit un seul mot pour moi? En y pensant maintenant, je connaissais la réponse, mais cela ne semblait plus importer autant. Ce qui importait, c'était que je m'étais sauvé moi-même. J'ai compris qu'après cela, ma position dans la famille avait changé, pas parce que j'étais maligne, mais parce que tout le monde avait vu que je n'étais plus la personne qui supporterait n'importe quoi juste pour maintenir la paix. J'avais des limites et quand ces limites étaient franchies, je me protégerais. Avant de m'endormir, Lucas s'est tourné et m'a prise dans ses bras. Son étreinte n'était pas maladroite comme parfois, mais forte, très forte. « Merci d'avoir eu la tête si froide », a-t-il dit. J'ai fermé les yeux, me sentant un peu plus légère. Je savais que la tempête n'était pas terminée. La bataille juridique était encore devant nous et la relation entre ma belle-mère et moi ne pourrait pas guérir du jour au lendemain, mais au moins je ne marchais plus dans l'obscurité. Les jours suivants ont semblé s'écouler si lentement que j'avais l'impression de pouvoir entendre les aiguilles de l'horloge griffer mon esprit à chaque minute qui passait. La famille était toujours en Corse, mais plus personne ne mentionnait le mot vacances. Tous les projets touristiques ont été annulés. Nous nous déplacions entre l'hôtel et le bureau de l'avocat, entre des appels téléphoniques tendus et de longs silences étouffants. Mon beau-père, Jean, a assumé presque tout le poids. Il a rencontré l'avocat, fourni des documents, fait des déclarations et signé des papiers. Chaque fois qu'il revenait, son dos semblait un peu plus voûté. Je voyais tout, mais je ne savais pas comment offrir du réconfort d'une manière qui soit appropriée. Parfois, je le trouvais assis seul sur le balcon, regardant la rue, une cigarette se consumant dans sa main. Je savais que pour un homme qui valorisait tant la famille et l'honneur, c'était un coup dur. Ma belle-mère Monique est devenue silencieuse après sa sortie. Elle ne donnait plus d'ordre, ne fronçait plus les sourcils et ne me scrutait plus comme avant. Elle s'asseyait simplement en silence dans sa chambre, regardant son téléphone et soupirant. Certaines nuits, je pouvais l'entendre pleurer doucement à travers le mur fin. Le son ne me dérangeait plus, il me faisait juste ressentir un profond épuisement et de l'impuissance. Lucas était différent. Il est devenu renfermé, pas d'une manière évasive, mais d'une façon qui suggérait qu'il réfléchissait trop. Parfois, je le surprenais devant son ordinateur portable, lisant et relisant des pages sur des statuts juridiques qu'il ne comprenait pas tout à fait. Il essayait de trouver un moyen de contrôler quelque chose auquel il n'avait jamais eu à faire face, les conséquences des décisions de sa mère. Un après-midi, l'avocat a appelé pour dire que Jean devait rencontrer à nouveau les autorités. Quand ma belle-mère a entendu cela, son visage est devenu pâle. Elle s'est levée et a marché dans la pièce, se tordant les mains et murmurant « Maintenant, ils doivent se méfier davantage. » Je ne sais pas. Je ne sais pas si cela affectera les enfants. J'étais à proximité. Normalement, je serais restée silencieuse, mais cette fois j'ai senti le besoin de dire quelque chose, non pour la consoler, mais pour mettre les choses au clair. Maman, nous allons prendre ça étape par étape. Lucas et moi n'avons rien fait de mal, donc personne n'a le droit de nous arrêter. Monique m'a regardé, son expression un mélange d'anxiété et de surprise. Peut-être n'était-elle pas habituée à ce que je parle aussi directement. Elle a hoché la tête très légèrement. Oui, je sais, je sais. Cette nuit-là, quand nous étions seuls Lucas et moi dans notre chambre, il a finalement dit ce qu'il gardait depuis des jours. Chloé, j'ai beaucoup réfléchi, a-t-il dit d'une voix lourde. Si ça tourne mal, si maman fait face à des accusations graves, je ne sais pas où je suis censé être. Je me suis tourné pour le regarder.
C'était l'une des rares fois où il avait exprimé son conflit interne. Tu es son fils, mais tu es aussi mon mari, ai-je dit lentement. Tu ne peux pas assumer la responsabilité de ses actions, mais tu ne peux pas non plus lui tourner le dos complètement. L'important est que tu ne me laisses pas seul, moi. Lucas m'a regardé longuement et a ensuite hoché la tête. J'ai vu une nouvelle résolution dans ses yeux, qui n'étaient plus flous comme avant. Le lendemain matin, Jean est parti avec l'avocat. Ma belle-mère est restée à l'hôtel, trop faible pour y aller. Manon s'est recroquevillée sur une chaise, serrant un coussin, fixant la télévision sans la voir. Je me suis assise à côté d'elle. Tu veux rentrer à la maison plus tôt ? Ai-je demandé. Manon a secoué la tête. J'ai peur que si je pars, les gens pensent que je fuis. Personne ne pensera ça, ai-je dit, mais je comprends ce que tu ressens. Elle a soupiré. Chloé, si maman ne redevient jamais la même après ça, tu lui en voudras ? La question m'a fait m'arrêter. Je ne pouvais pas répondre par des clichés vides. Je ne la blâmerai pas. Mais je n'oublierai pas non plus, ai-je dit honnêtement. Certaines choses peuvent être pardonnées, mais la confiance ne peut jamais être restaurée complètement. Manon a hoché la tête, les yeux pleins de larmes. Je savais qu'elle mûrissait très vite, d'une manière que personne n'aurait souhaité. En fin d'après-midi, Jean est revenu. Il était épuisé, mais son expression n'était pas aussi sombre qu'avant. Toute la famille s'est réunie dans le salon. Qu'a dit l'avocat, papa ? A demandé Lucas. Jean s'est assis, a bu une gorgée d'eau et a dit, ils vont continuer l'enquête, mais pour l'instant Chloé n'est impliquée d'aucune manière, Manon non plus. La responsabilité principale incombe à votre mère. En entendant cela, j'ai poussé un soupir de soulagement silencieux, même si mon cœur restait lourd. Ma belle-mère a incliné la tête. Les larmes tombaient sur le dos de sa main. J'ai apporté le malheur à toute cette famille. Jean l'a regardé, non pas avec dureté, mais a dit très lentement, à qui d'autre as-tu apporté le malheur, à part Chloé ? Cette phrase a été comme un couteau émoussé, mais elle a coupé profond. Ma belle-mère s'est tournée pour me regarder, les lèvres tremblantes. Chloé, je n'ose pas demander ton pardon. J'espère juste que s'il m'arrive quelque chose, tu ne laisseras pas Lucas et Manon me garder rancune. Je l'ai regardé en ressentant une étrange sensation. Ce n'était ni de la pitié ni de la colère. C'était comme voir quelqu'un qui venait de perdre sa place dans sa propre famille. Je ne peux pas faire de promesses pour d'autres personnes, ai-je dit. Mais je pense que ce que tu dois faire maintenant, c'est être honnête avec la loi et avec ta famille. Monique a hoché la tête. Les larmes coulaient sur son visage. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai pensé à mes 3 années en tant que belle-fille. Les repas tendus, les mots que j'ai avalés, les regards inquisiteurs. Je me suis rendu compte que si cela ne s'était pas produit, j'aurais pu continuer à tout supporter jusqu'au jour où je ne me reconnaîtrais plus moi-même. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et j'ai préparé du thé. Ma belle-mère est sortie, m'a vu et a hésité un instant. Tu t'es levé tôt ? Oui, madame, ai-je répondu. Elle s'est assise en face de moi en silence pendant un moment et a ensuite dit à voix très basse, Chloé. Je sais que je n'ai plus le droit de t'apprendre quoi que ce soit. Mais je veux dire une chose, tu es une femme avec la tête très froide. Lucas a de la chance de t'avoir. Je l'ai regardée, pour la première fois, elle me parlait, non pas depuis la position d'une belle-mère, mais comme une femme qui venait de reconnaître sa propre erreur. Je n'ai rien dit d'autre. Certains mots ont juste besoin d'être entendus. Je savais que le chemin à parcourir était encore long. Les problèmes juridiques n'étaient pas résolus et cette famille ne pouvait pas guérir du jour au lendemain. Mais au moins, j'avais surmonté ma plus grande peur, la peur d'être sacrifié en silence. Et j'ai aussi compris qu'à partir de maintenant, je ne permettrai à personne, pas même à ma belle-mère, de me mettre dans cette position, plus jamais. Les jours qui ont suivi ont été comme vivre sur du verre fissuré. Il ne s'était pas brisé, mais le moindre frôlement révélait ses bords tranchants. Nous continuions à fonctionner comme une famille, mangeant à la même table et maintenant le petit bavardage nécessaire. Mais personne n'était assez insouciant pour rire. Chacun de nous portait ses propres pensées, ses propres anxiétés et un silence dans lequel les autres ne pouvaient pas entrer. Mon beau-père, Jean, a semblé vieillir visiblement après ses réunions avec l'avocat. Il parlait moins, mais son regard était plus aiguisé,
plus sérieux qu'avant. Je savais qu'il pesait beaucoup de choses, la réputation de la famille, l'avenir de ses enfants et la femme avec qui il avait vécu pendant des décennies. Certaines nuits, il s'asseyait seul dans le salon à revoir des documents, ses yeux s'arrêtant sur un passage particulier avant de lâcher un long soupir. Ma belle-mère Monique vivait dans un état d'attente tendue. Chaque appel téléphonique inconnu la faisait sursauter. Elle ne blâmait plus personne ni ne sermonnait, mais observait tout le monde en silence. Je savais que ce silence ne naissait pas du remords complet, mais de la peur. Peur des conséquences, peur de perdre ses enfants, peur de perdre son dernier point d'appui dans la famille. Un après-midi, alors que Lucas et Jean étaient réunis avec l'avocat, il n'y avait que moi, ma belle-mère et Manon à l'hôtel. Manon était dans sa chambre avec la porte entr'ouverte. Ma belle-mère et moi nous sommes assises l'une en face de l'autre à la petite table à manger. Personne ne parlait. La théière avait refroidi depuis longtemps. C'est Monique qui a rompu le silence en premier, sa voix dépouillée de son acuité habituelle. « Chloé, je veux te demander quelque chose. » Je l'ai regardée et j'ai acquiescé. « Oui, vas-y. » Elle a baissé les yeux, nerveuse, tournant une tasse de thé dans ses mains. « Si je dois faire face à des conséquences juridiques pour ça, seras-tu en colère contre moi ?» La question m'a prise par surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si directe. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'avais besoin d'être honnête sans la pousser au désespoir. Je ne serai pas en colère d'une manière haineuse, ai-je dit lentement. Mais je serai triste parce que tu n'as pas considéré les conséquences pour tous ceux qui t'entouraient. Monique a hoché la tête. Une larme a roulé sur sa joue et est tombée dans la tasse. Je sais. J'ai été si bête. J'ai toujours pensé que j'étais maligne. Je pensais que je pourvoyais aux besoins de ma fille, mais je n'ai pas réalisé que je lui nuisais. Je n'ai offert aucun réconfort. Je l'ai laissé parler. Certains regrets doivent être exprimés avant qu'une personne puisse vraiment y faire face. Maman, ai-je dit après un moment. Je ne m'attends pas à ce que tu te sacrifies ou souffres pour qui que ce soit, mais j'espère que tu comprends une chose. Une belle-fille est aussi une personne. Elle a une famille, un avenir. Ce n'est pas un récipient pour que d'autres y versent leur fardeau. Monique m'a regardé avec des yeux tremblants et a hoché la tête très lentement. Maintenant je comprends, même s'il est trop tard. Je comprends. Juste à ce moment-là, Manon est sortie. Elle avait entendu la dernière partie et son visage est devenu pâle. Elle a regardé sa mère. Sa voix s'est étranglée. Maman, tu avais vraiment l'intention de laisser Chloé porter le blâme pour moi ? La question est tombée comme un coup près. Ma belle-mère ne l'a pas nié, elle a simplement baissé la tête. J'étais aveugle à ce moment-là. Manon a éclaté en sanglots. Elle s'est tournée vers moi puis de nouveau vers sa mère. Tu as une idée de ce qui serait arrivé à la vie de Chloé si elle n'avait pas changé les valises ? Tu te rends compte que c'est la femme de Lucas, qu'elle fait partie de notre famille ? Monique a tremblé violemment. J'ai regardé Manon et j'ai vu dans ses yeux non seulement de la colère, mais une rupture complète de la foi. J'ai mis une main sur son épaule. Manon, calme-toi. C'est fini. Elle a secoué la tête. Chloé, je ne peux pas simplement faire semblant que ce n'est pas arrivé. Je suis sa fille et même moi je suis terrorisé. Je ne peux pas imaginer ce que tu dois ressentir toi. Ces mots m'ont fait un nœud à la gorge. Je me suis rendu compte qu'à partir de ce moment, la relation entre Monique et Manon ne serait plus jamais la même. Pas par haine, mais par désillusion. Ce soir-là, quand Lucas est rentré, son expression était grave. Il m'a emmené sur le balcon. L'avocat a dit qu'il y a une forte probabilité que maman fasse face à une lourde amende, peut-être une interdiction de voyager et même une peine avec sursis. J'ai gardé le silence. La nouvelle n'était pas surprenante, mais restait lourde. Je l'ai déjà dit à papa, a-t-il continué. Il a dit que quoi qu'il arrive, nous devons y faire face. Nous ne pouvons pas utiliser d'argent ni de contact pour le couvrir. Je l'ai regardé et j'ai vu dans ses yeux non seulement de la fatigue, mais un signe clair de maturité. Il n'essayait plus d'échapper. Lucas, ai-je dit, peu importe comment cela se termine, je veux que tu te souviennes d'une chose. Une famille est un endroit où s'appuyer, pas un endroit où sacrifier les membres les plus faibles. Il m'a regardé et a hoché la tête. Je sais,
Et je suis désolé de t'avoir obligé à te protéger toi-même. Je n'ai pas dit que c'était bon. J'ai juste pris sa main. Certaines excuses n'ont pas besoin de réponse, elles ont juste besoin d'être reconnues. Quelques jours plus tard, la décision officielle est tombée. Ma belle-mère devait rester dans le pays pour continuer à coopérer avec l'enquête. Elle n'avait pas le droit de quitter la zone. Jean a décidé de rester avec elle. Lucas et moi ramènerions Manon à Lyon d'abord. Les adieux à l'aéroport ne ressemblaient en rien à notre arrivée. Ma belle-mère s'est tenue devant moi, les yeux rouges. Chloé, je ne sais pas si j'aurai une autre occasion de te parler comme ça. Je veux juste dire que je t'en dois une. J'ai soutenu son regard sans ciller. Tu me dois une leçon, maman. J'espère que tu t'en souviendras. Elle a hoché la tête sans en dire plus. Manon a étreint sa mère en pleurant longuement. Quand ce fut mon tour, Manon a chuchoté, « Chloé, merci de ne pas m'avoir laissé porter quelque chose que je n'ai pas fait. » Je lui ai caressé les cheveux. Rentre à la maison et vise bien. C'est la meilleure façon de payer quiconque. Alors que l'avion décollait, j'ai regardé par le hublot et j'ai vu les silhouettes de Jean et Monique rétrécir sur la piste. Je n'ai ressenti ni soulagement ni lourdeur. C'était juste une sensation très claire. Certaines familles doivent traverser une crise pour que chaque personne trouve sa vraie place. Je me suis tourné vers Lucas. Il me tenait la main fermement. On rentre à la maison, a-t-il dit. Je veux recommencer à zéro. Pas comme avant. J'ai hoché la tête. Je savais que recommencer ne signifiait pas tout oublier. Cela signifiait avancer avec des limites plus claires et un respect qui n'était plus ambigu. L'avion a atterri à Lyon-Saint-Exupéry par un après-midi pluvieux. J'ai traîné ma valise, mon cœur dépourvu de l'excitation habituelle de rentrée de voyage. Ce retour à la maison donnait l'impression de traîner une longue ombre derrière moi. L'ombre d'affaires inachevées, de fractures qui n'avaient pas guéri. Lucas marchait à mes côtés en silence. Manon suivait. Avec une casquette de baseball enfoncée sur le visage, ses yeux évitant le contact comme si elle craignait d'être reconnue. Quand nous sommes arrivés à la maison familiale était la même, mais l'ambiance était différente. Il n'y avait pas la voix de ma belle-mère appelant depuis la cuisine, ni le traînement familier de pantoufles sur le sol. Tout était rangé et étrangement silencieux. J'ai posé ma valise et pris une profonde inspiration. Pour la première fois en 3 ans de mariage, je suis entré dans cette maison sans avoir à me préparer à lire l'humeur de quelqu'un. Manon est allée dans sa chambre et a fermé la porte en silence. Je savais qu'elle avait besoin d'espace pour respirer. Lucas s'est affaissé sur le canapé, s'est incliné en arrière et a fermé les yeux un long moment. J'ai préparé une théière et l'ai posée devant lui. Bois ça. Il a ouvert les yeux et m'a regardé. Son regard un mélange de gratitude et d'épuisement. Même ici, ma tête continue de tourner. Elle ne se sentira pas légère tant que tout ne sera pas fini, ai-je dit d'une voix plus calme que je ne l'espérais. Ce soir-là, nous n'étions que 3 pour dîner. Le repas a été silencieux. Manon a mangé très peu, picorant la nourriture. Je ne l'ai pas pressée. Parfois, les gens ont besoin de temps pour digérer les émotions plus que la nourriture. Après le dîner, Manon est sortie sur le balcon. Je l'ai rejointe, maintenant une distance confortable. Chloé, a-t-elle commencé? Tu crois que quand maman reviendra, les choses redeviendront comme avant? J'ai regardé le ciel sombre et dense. Les lumières de la ville floues par la pluie. Je ne crois pas, ai-je répondu honnêtement, mais tout n'a pas besoin de redevenir comme avant. Manon a soupiré. J'avais l'habitude de penser que la famille était l'endroit le plus sûr du monde. Maintenant je sais que la sécurité dépend des personnes qui la forment. J'ai hoché la tête. Elle mûrissait non par les années, mais par les fractures. Dans les jours suivants, la vie est revenue lentement à un rythme, mais un rythme différent. Lucas partait travailler plus tôt et rentrait plus tard. Moi, je me concentrais davantage sur mon propre travail. Aucun de nous ne le disait, mais nous savions tous les deux qu'après cela, nous devions être plus forts, non seulement pour nous-mêmes, mais pour être un pilier pour Manon. Un soir, mon beau-père, Jean, a appelé. Sa voix était fatiguée, mais claire. Lucas, ta mère et moi allons bien. Les choses ici prendront encore du temps. Je voulais juste te dire de prendre soin de Manon pour moi à la maison. Bien sûr,
papa. Ne t'inquiète pas, a répondu Lucas. J'ai pu entendre la voix de ma belle-mère faiblement à l'autre bout, comme si elle était loin du téléphone. Chloé est là. Lucas m'a passé le téléphone. Je l'ai tenu en silence quelques secondes puis j'ai répondu. Oui, je suis là. Vous allez bien à la maison? A-t-elle demandé d'une voix tremblante. Oui, nous allons bien. Un long silence a suivi. Je n'ai entamé aucune autre conversation. C'était à elle de parler si elle avait quelque chose à dire. Chloé. Je sais qu'aucune excuse ne suffit. Je veux juste que tu saches que je paie le prix. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Je comprends. J'ai dit, mais maman, payer le prix ne consiste pas à être pardonné, il s'agit de ne pas commettre la même erreur une autre fois. De l'autre côté, elle a commencé à pleurer. Je ne l'ai pas consolée ni interrompue. Certaines larmes doivent être versées complètement. Après avoir raccroché, j'ai rendu le téléphone à Lucas. Il m'a regardé avec une expression complexe. Tu peux encore lui parler, a-t-il dit. Je lui ai parlé parce que je ne veux pas garder de rancune, ai-je répondu. Mais ça ne veut pas dire que tout est comme avant. Il a hoché la tête. Je comprends. Une semaine plus tard, Manon m'a demandé de l'emmener chez une amie. En chemin, elle a dit soudainement, Chloé, je crois que je vais déménager pour un certain temps. J'ai été un peu surprise. Tu y as bien réfléchi? Elle a hoché la tête. J'ai besoin d'apprendre à être responsable de ma propre vie, à ne pas dépendre de maman et à ne pas me cacher derrière toi et Lucas. J'ai souri. Ce n'était pas une décision facile, mais elle était nécessaire. Lucas l'a appris, a gardé le silence un moment puis a dit, je la soutiens, mais elle peut toujours revenir à la maison. Manon a souri. Son premier sourire sincère depuis des jours. Dans les jours qui ont suivi, je me suis rendu compte que j'avais changé. Je n'hésitais plus à exprimer mes pensées. Je ne reculais plus automatiquement devant un conflit, pas parce que je voulais une confrontation, mais parce que je comprenais la valeur de l'autopréservation. Un soir, Lucas s'est assis à côté de moi, la voix basse. Chloé, je veux te demander quelque chose. Quand maman reviendra finalement, serais-tu d'accord pour vivre ensemble? J'avais pensé à cette question de nombreuses fois. Je ne fuirai pas ça, ai-je dit. Mais j'ai besoin de limites. Je ne peux pas vivre comme avant. Lucas a gardé le silence puis a hoché la tête. Je vais le lui dire clairement. Cette fois, je suis du côté de ce qui est juste. Je l'ai regardé et je n'ai plus vu de doute dans ses yeux. Peut-être que cette crise ne m'avait pas seulement changé moi, mais l'avait aussi forcé, lui, à mûrir. Cette nuit-là, je suis resté éveillé longtemps. J'ai pensé à ma belle-mère, la femme qui m'avait jadis traité comme une étrangère, qui m'avait presque mené au désastre. Je ne la haïssais pas, mais je n'étais plus naïve. J'ai compris que dans la vie de famille, la bonté seule ne suffit pas. Il doit y avoir des limites. J'ai aussi pensé à moi-même. Si je n'avais pas changé les valises ce jour-là, si j'étais restée la belle-fille soumise, où serait ma vie maintenant? Cette pensée m'a fait frissonner et j'ai su que ma décision la plus claire n'avait pas été de changer les valises, mais de choisir de ne plus rester silencieuse. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et j'ai ouvert la fenêtre, laissant la lumière du soleil entrer dans la maison. J'ai préparé du café. Son arôme doux remplissant l'air. Cette maison avait résisté à une tempête. Les fissures étaient toujours là, mais je croyais que si chaque personne était prête à faire face à ses propres erreurs, cette maison pourrait encore tenir debout, juste d'une manière différente. Je savais que le chemin à parcourir comportait encore des défis. Les problèmes juridiques de ma belle-mère n'étaient pas terminés. Les blessures émotionnelles chez chaque personne avaient besoin de temps pour guérir. Mais au moins, je n'avais plus peur. J'avais appris à me tenir ferme dans ma propre maison et j'ai compris que parfois, pour sauver une famille, il faut accepter une nouvelle façon d'aimer. Dans les jours suivants, la petite maison que mon mari Lucas et moi partagions s'est accommodée progressivement à un nouveau rythme, très différent du précédent. La présence invisible de ma belle-mère, qui m'avait auparavant fait mesurer chaque mot et chaque pas, était partie. Cependant, son absence était palpable. Pas un vide d'amour, mais le creux laissé par un pouvoir familial qui s'était retiré. Le matin, je cuisinais et Lucas aidait à la vaisselle, de petites tâches qu'il faisait rarement quand nous vivions avec ses parents.
Manon a déménagé. Le jour de son départ, le soleil était doux. Debout à la porte, elle s'est tournée vers moi les yeux rouges. Chloé, si ce n'avait pas été pour toi ce jour-là, je ne crois pas que j'y serais arrivé. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai donné une tape dans le dos. Tu es plus forte que tu ne le crois. Tu n'as simplement jamais eu l'occasion de te débrouiller seule. Manon a hoché la tête et a emporté sa valise. En la voyant partir, je me suis rendu compte que cette crise n'avait pas seulement brisé certaines relations. Elle nous avait forcés chacun à mûrir d'une manière que personne n'aurait choisie. Un soir, Lucas est rentré à la maison plus tard que d'habitude, le visage fatigué. Le dîner était prêt et j'attendais. Il se passe quelque chose? Ai-je demandé. Il s'est assis sur une chaise. Aujourd'hui j'ai vu l'oncle Pierre. J'ai fait une pause. Pierre était le frère cadet de mon beau-père, un homme qui nous rendait rarement visite, mais qui agissait toujours comme s'il savait tout. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ai-je demandé. Il m'a demandé quelle était la situation de maman et ensuite il a dit que notre famille ferait probablement face à beaucoup de ragots de la part des proches. Il m'a conseillé d'être gentil avec maman, de ne pas donner trop d'importance à ça. Je n'ai rien dit. Je savais ce que « gentil » signifiait dans le langage des proches. Cela signifiait silence, endurance, faire semblant qu'il ne s'était rien passé. Lucas m'a regardé comme s'il devinait mes pensées. Je ne lui ai pas répondu immédiatement. Je lui ai dit que certaines choses ne peuvent pas être laissées passer gentiment. Je l'ai regardé, une étrange sensation grandissant dans ma poitrine. Pas exactement de la joie, mais de la tranquillité. Tu as bien fait de dire ça, ai-je dit. Il a esquissé un sourire fatigué. Je sais, mais je sais aussi que les choses ne seront pas si tranquilles pour nous à partir de maintenant. Elles ne l'ont jamais été avant, ai-je répondu à moitié en plaisantant. Il a ri entre ses dents et ensuite son expression est redevenue sérieuse. Quelques jours plus tard, mon beau-père a appelé. Sa voix basse comme s'il avait beaucoup réfléchi. Chloé, je veux te demander ton avis sur quelque chose. Oui, papa, vas-y. Je pense qu'une fois que tout cela sera fini, ta mère et moi ne reviendrons pas vivre avec vous. Je pense vendre la vieille maison et déménager dans un endroit plus petit à la campagne, une maison de campagne en Auvergne, un endroit plus calme. Je suis restée stupéfaite. Je ne m'attendais jamais à ce qu'il prenne une telle décision. Je savais que pour un homme comme lui, quitter la maison qu'il avait construite tout au long de sa vie n'était pas facile. Papa, tu y as bien réfléchi? Ai-je demandé. Il a soupiré. J'y ai beaucoup réfléchi. Ta mère a besoin d'un endroit pour ralentir et vous, les enfants, avez besoin de votre propre espace. J'ai compris que ce n'était pas seulement une décision sur le lieu de vie. C'était la façon de mon beau-père de rétablir les limites pour toute la famille. Je respecte ta décision, papa, ai-je dit. Et merci de penser à nous. De l'autre côté, il a gardé le silence un moment. Chloé, je te dois des excuses. Avant, je voyais comment ta mère te traitait et je ne disais rien. Je pensais que c'était une histoire de femme, que vous vous arrangeriez. Maintenant je sais que j'avais tort. Un nœud s'est fait dans ma gorge. Papa, s'il te plaît, ne dis pas ça. Tu m'as protégé quand ça importait le plus. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début, a-t-il dit. Après avoir raccroché, je suis restée silencieuse longtemps. Je n'avais jamais imaginé que la première personne de la famille de mon mari à reconnaître véritablement ma place serait mon beau-père. Après tout ce qui s'était passé. Un après-midi, ma belle-mère Monique m'a appelé. C'était la première fois qu'elle m'appelait directement depuis mon retour. J'ai regardé l'écran un long moment avant de répondre. Oui, j'écoute. Chloé. Désolé de te déranger. Sa voix était faible. Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu par ton père qu'il pense déménager. Je sais que c'est de ma faute. Je ne l'ai ni confirmé ni nié. Maman, c'est la décision de papa. Elle a gardé le silence un moment et a ensuite dit, je ne le blâme pas. Je me sens juste comme un échec. Toute ma vie j'ai essayé de pourvoir aux besoins de ma famille et à la fin je n'ai fait qu'éloigner tout le monde. Pour la première fois, je n'ai entendu aucune attitude défensive dans sa voix. Maman, ai-je dit lentement, il n'y a rien de mal à vouloir pourvoir aux besoins de ta famille.
Mais quand tu le fais sans demander ce que veulent les autres, cela devient du contrôle. Elle a commencé à pleurer. De petits sanglots entrecoupés. Je sais, mais j'avais peur. Peur que plus personne n'ait besoin de moi. Ces mots m'ont fait mal au cœur. Derrière tout le contrôle et le calcul, il y avait la peur d'une femme vieillissante d'être laissée pour compte. Tu es toujours la mère de Lucas et tu seras la grand-mère de ses enfants un jour, ai-je dit. Mais chaque rôle doit être à sa juste place. Elle a cessé de pleurer et a soupiré. Chloé. Si je reviens, je ne demanderai rien. J'espère juste que tu me donneras une chance de recommencer. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je savais qu'une telle promesse serait facile à faire, mais difficile à tenir. Maman, une chance n'est pas quelque chose que je peux te donner, c'est quelque chose que tu te crées, ai-je dit. En respectant nos limites. Elle a hoché la tête, même si je ne pouvais pas la voir. Oui, je m'en souviendrai. Après avoir raccroché, je me suis sentie un peu plus légère. Pas parce que tout était arrangé, mais parce que je n'avais plus à me crisper pour traiter avec elle. Ce soir-là, j'ai raconté à Lucas ce qui s'était passé. Il a gardé le silence et a ensuite dit, « Je crois que tout le monde paie le prix de ses actions. Peut-être est-ce la seule façon pour que les choses changent. » J'ai hoché la tête, espérant seulement que ce changement soit réel. Un mois plus tard, des nouvelles de Corse sont arrivées. Le cas de ma belle-mère avait été résolu. Elle a reçu une lourde amende et une interdiction de voyager de plusieurs années. Pas de peine de prison, mais elle serait sous surveillance. Jean a poursuivi la vente de la maison. Quand Lucas a lu la nouvelle, il est resté immobile pendant longtemps. « Je suis triste », a-t-il dit. Mais je ressens aussi un sentiment de soulagement. J'ai compris. Certaines pertes sont nécessaires pour éviter qu'une famille continue de vivre dans une structure brisée. Le jour où ses parents sont revenus, je suis allé à l'aéroport avec Lucas. Ma belle-mère est apparue beaucoup plus mince qu'avant. Elle m'a regardé. Son regard complètement différent, sans examen minutieux, sans attitude défensive, juste une réserve tranquille. « Chloé » a-t-elle dit. « Oui, maman. Merci d'être venue nous accueillir aujourd'hui. » J'ai hoché la tête. Je suis venu non pas parce que j'avais oublié, mais parce que j'avais choisi d'y faire face. Dans la voiture, personne n'a dit grand-chose, mais j'ai su qu'à partir de ce moment, cette famille était entrée dans un nouveau chapitre, plus parfait, mais plus réel. Ce soir-là, debout sur le balcon, regardant la rue familière, j'ai pensé au voyage que j'avais fait d'une belle-fille soumise à une femme qui connaissait ses limites. Je n'étais pas devenue froide, j'étais simplement devenue claire. Et j'ai compris que parfois, pour garder son propre cœur intact, il faut d'abord briser celui de quelqu'un d'autre. Le jour où mon beau-père, Jean, et ma belle-mère Monique ont officiellement déménagé à la campagne en Auvergne, je ne suis pas allé avec eux. Ce n'était pas parce que je les évitais, mais parce que je comprenais que certains moments familiaux doivent rester dans le cercle de ceux qui les ont créés. Je leur ai dit au revoir à la porte, debout à côté de Lucas, maintenant une distance confortable. Monique s'est retournée pour me regarder pendant un long moment. Ses yeux n'étaient plus perçants ni inquisiteurs, mais semblaient mémoriser une image finale avant de partir. « Chloé » a-t-elle appelé doucement. « Oui, madame » ai-je répondu. « Prends grand soin de toi à la maison » a-t-elle dit. Et puis elle a hésité. « Et prends soin de Lucas pour moi. » J'ai juste hoché la tête sans promesse, sans mot de réconfort. La voiture s'est éloignée en soulevant un peu de poussière. Je l'ai observée jusqu'à ce qu'elle disparaisse de ma vue. Je ne me suis senti ni vide ni lourde, juste une sensation claire qu'un chapitre s'était clos. Dans les jours suivants, la vie pour Lucas et pour moi s'est installée dans une routine stable, pas une paix confortable, mais consciente. Nous parlions plus, pas seulement du travail ou des tâches quotidiennes, mais de choses que nous évitions avant. Lucas m'a raconté son enfance, les fois où sa mère prenait des décisions pour toute la famille, comment il s'était habitué à son rôle de garder le silence. J'ai écouté sans juger. J'ai compris que certaines habitudes se forment très tôt et ne peuvent pas être changées du jour au lendemain. Un après-midi, alors que nous nettoyions la cuisine, Lucas a dit soudainement, « Chloé, je crois que je me suis trop habitué à laisser les femmes de la famille porter trop de poids. » J'ai arrêté ce que je faisais et je l'ai regardé. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Avant c'était maman et cette fois c'était presque toi, a-t-il dit lentement.
Je me suis rendu compte que j'ai évité ma responsabilité d'être au milieu. Ces mots m'ont fait m'arrêter. Pas par culpabilité, mais parce qu'il regardait enfin sa propre faiblesse. C'est bien que tu te rendes compte, ai-je dit. Mais ce qui compte, c'est ce que tu fais à partir de maintenant. Il a hoché la tête. Son regard plus décidé. Je ne te laisserai plus seul. C'était une promesse simple, mais une que j'ai crue. Pendant ce temps, la vie indépendante de Manon a commencé à se stabiliser. Elle a loué un petit appartement près de son travail et a commencé à tout gérer par elle-même. Parfois elle venait dîner, parlait plus, riait plus, mais elle était aussi plus mature. J'ai vu un changement clair en elle, plus dépendante, plus évasive. Une fois, alors que nous n'étions que toutes les deux, elle a dit, « Chloé, je pense que si cet incident ne s'était pas produit, j'aurais pu rester comme une enfant protégée pour toujours, sans jamais savoir de quoi j'étais capable. » J'ai souri. Personne ne veut grandir par la douleur, mais parfois c'est la voie la plus rapide. Elle a hoché la tête, ses yeux brillants de détermination. De la campagne, mon beau-père appelait régulièrement. Il me parlait de la nouvelle maison, du jardin, du fait de se réveiller plus tôt et de se coucher plus tôt. Il mentionnait rarement ma belle-mère, mais je pouvais entendre un mélange de fatigue et de soulagement dans sa voix. « Ta mère a été très calme dernièrement », a-t-il dit lors d'un appel. « Elle ne parle pas beaucoup, mais elle écoute plus. » J'ai gardé le silence et ensuite j'ai demandé doucement. « Papa, toi tu vas bien ?» Il a ri entre ses dents, un son qui ne pouvait pas cacher sa fatigue. « Je vais bien. Je regrette juste de ne pas avoir parlé plus tôt. » Ces mots sont restés avec moi longtemps après avoir raccroché. J'ai compris que dans une famille, parfois la plus grande erreur n'est pas de faire ce qui est mal, mais de garder le silence sur le mal pendant trop longtemps. Un week-end après-midi, j'ai reçu un appel de ma belle-mère. J'ai regardé l'écran, j'ai hésité une seconde et ensuite j'ai répondu. « Chloé. » Sa voix était faible, mais claire. « Oui, je suis là. Maman, je veux te demander quelque chose. Si tu ne veux pas répondre, je comprendrai. Oui, vas-y. Je veux savoir si tu es toujours en colère contre moi. » La question n'était plus un test, mais une enquête sincère. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne suis pas en colère de manière vindicative, ai-je dit. Mais je m'en souviens toujours et j'ai besoin de temps. Elle a gardé le silence et a ensuite dit à voix très basse, « Je peux accepter ça tant que tu ne me hais pas. » Je n'ai pas dit que je ne la haïssais pas, j'ai juste dit, « Prends soin de toi, maman. » Après avoir raccroché, je me suis senti tranquille. Pas parce que je lui avais pardonné complètement, mais parce que la question ne me troublait plus. Un autre après-midi, Lucas m'a demandé, « Si maman vient en visite un jour, serais-tu prête ?» J'y ai réfléchi longtemps. Je ne refuserai pas, ai-je dit. Mais les choses doivent être claires. Pas question de vivre ensemble, pas question d'interférer dans nos vies. Il a hoché la tête. Je le lui dirai à l'avance. Je savais que c'était un grand pas pour lui. Le temps a passé et les ragots des proches ont commencé à surgir. Certains nous plaignaient, d'autres nous blâmaient, d'autres étaient simplement curieux. Certains insinuaient que j'avais été maligne de me protéger, tandis que d'autres disaient que j'étais froide. J'ai tout entendu, mais je n'ai pas réagi. J'ai compris que ceux de l'extérieur ne connaissent jamais l'histoire complète et je n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit. Une fois, l'oncle Pierre nous a rendu visite. Il m'a regardé avec un ton inquisiteur. « Avec tout ce qui s'est passé dans la famille, tu devrais être un peu plus douce avec ta belle-mère. Après tout, elle vieillit. » J'ai souri et j'ai répondu poliment. « Oui, oncle Pierre. Je suis douce dans mes manières, mais ferme dans mes limites. » L'oncle Pierre est resté déconcerté et n'a rien dit de plus. Lucas était à mes côtés, sans intervenir, mais je savais qu'il était de mon côté. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à réfléchir. J'ai pensé à la personne que j'étais il y a 3 ans. Toujours avec la peur d'offenser les autres. J'ai pensé à la valise grise au moment où j'ai décidé de la changer. Si je ne l'avais pas fait, tout serait différent et peut-être que je serais aussi différente. Je n'étais pas fier d'avoir échappé au désastre. J'ai juste vu une chose claire. Une femme ne peut pas vivre uniquement de sacrifices aveugles. Le sacrifice sans limite, tôt ou tard, se transforme en autodestruction. Le lendemain matin,
j'ai préparé du thé et j'ai ouvert la fenêtre. La lumière du soleil entrait à flot dans la cuisine. J'ai entendu le chant des oiseaux, le son lointain de la circulation. La vie continuait. Sans attendre que quiconque finisse de guérir, je me suis tourné pour regarder Lucas lisant le journal. J'ai vu un changement lent, mais constant en lui. J'ai vu une nouvelle résilience en moi-même et j'ai su que ce voyage n'était pas terminé. Les fissures dans notre famille avaient besoin de plus de temps pour se réparer. La confiance devait être reconstruite, non par des mots, mais par des actions répétées. Mais au moins, je n'avais plus peur. J'avais appris à être à ma propre place, ni plus bas ni plus haut que quiconque. Après cette commémoration familiale, je pensais que les choses s'étaient tassées. Notre famille était entrée dans une nouvelle phase, plus bruyante et conflictuelle, mais pas non plus insouciante. Je m'étais habitué à vivre de manière plus délibérée, toujours consciente de mes limites, non seulement avec ma belle-mère, mais avec les proches et même avec mon propre mari. Mais la vie vous permet rarement d'être à l'aise longtemps. Un après-midi d'un jour ouvrable au travail, j'ai reçu un appel de Manon. Sa voix était pressée, complètement différente de son moi habituel. « Chloé, tu es libre ? J'ai besoin de te parler. » Mon cœur s'est serré. « Vas-y. » Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis dans mon appartement. Maman. Maman m'a appelé. Elle a dit qu'elle veut vendre un terrain au village. Je suis resté gelé. Quel terrain ? Celui que nos grands-parents ont laissé, où papa a son potager. Sa voix tremblait. Maman a dit qu'elle a besoin de l'argent pour certaines choses. J'ai gardé le silence quelques secondes. Mon esprit revenant à l'image de ma belle-mère Monique, avec ses yeux fatigués, sa silhouette mince et ses paroles passées. J'ai peur. Personne n'aura plus besoin de moi. Je savais que ce n'était pas seulement pour l'argent. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Ai-je demandé. Je lui ai dit qu'elle devait demander à Lucas d'abord. Maman est restée silencieuse, mais elle semblait si triste. J'ai raccroché et je suis resté immobile pendant longtemps. Cela allait arriver tôt ou tard et je savais que si nous ne le gérions pas avec soin, cette famille serait entraînée dans un autre vortex. Ce soir-là, je l'ai raconté à Lucas. Il a froncé les sourcils en écoutant. Je savais qu'elle ne resterait pas tranquille, a-t-il dit. Mais vendre le terrain n'est pas simple. C'est là que vit papa. Pourquoi penses-tu qu'elle veut l'argent ? Ai-je demandé. Il a soupiré. Ça pourrait être l'argent ou ça pourrait être la sensation d'avoir le contrôle à nouveau. Cette pensée m'a frappé. Il avait raison. Pour ma belle-mère, perdre le contrôle était le plus difficile à supporter. Elle était habituée à tout décider. Maintenant qu'elle n'était pas le centre de la famille, elle pouvait se sentir facilement marginalisée. Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Ai-je demandé. Lucas a gardé le silence pendant longtemps. Je vais aller leur parler en personne et je veux que tu viennes avec moi. Je l'ai regardé. Cette fois, je ne me suis senti ni effrayée ni évasive. Je l'ai simplement considérée. J'irai, mais tu dois être clair avec elle d'abord. Je ne vais pas là-bas pour céder ni pour assumer la responsabilité de qui que ce soit. Il a hoché la tête. Je sais. Nous sommes allés à la campagne en Auvergne ce week-end-là. La vieille maison nichée dans son jardin était plus silencieuse que dans mes souvenirs. Mon beau-père, Jean, arrosait les plantes. Il a été heureux de nous voir, mais ses yeux contenaient une pointe d'inquiétude. « Pourquoi vous ne nous avez pas dit que vous veniez ? » « Je voulais te parler, papa, » a dit Lucas. Ma belle-mère est sortie de la maison. Elle portait un chemisier simple et sombre, les cheveux relevés en un chignon soigné, avec un aspect plus mince qu'avant. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu et a ensuite hoché la tête légèrement. « Chloé. »« Oui, maman. »« Bonjour. »« Oui. » L'ambiance était un peu rigide, mais pas tendue. Nous nous sommes assis à une table en bois sous le porche. Jean a servi du thé. « Votre mère a raconté à Manon pour la vente du terrain, » a-t-il dit directement. « Je voulais savoir ce que vous pensiez vous deux. » Ma belle-mère a baissé les yeux. Sa voix était faible. Je ne le cacherai pas. J'ai pensé qu'il vaudrait mieux vendre une partie maintenant pour ne pas être un fardeau pour vous plus tard. La phrase « ne pas être un fardeau » s'est sentie comme une dague mêlée de fierté et de douleur. « Maman » a commencé Lucas.
sa voix basse. Papa vit sur ce terrain. Tu ne peux pas simplement le vendre sans en discuter d'abord. Carmen a levé les yeux, rouge. J'ai juste pensé, ton père vieillit. Il pourrait vivre n'importe où. Jean a posé sa tasse, sa voix tranquille mais ferme. Monique, c'est ma maison, c'est ici que je choisis de vivre. Tu n'as pas le droit de prendre cette décision. L'ambiance est devenue lourde. Ma belle-mère a regardé de son mari à moi. Son expression n'était plus tranchante, mais pleine de douleur. Chloé, qu'est-ce que tu en penses? A-t-elle demandé. La question a réduit la table au silence. Je savais que ma réponse était critique. Je ne pouvais pas rester à l'écart, mais je ne pouvais pas non plus parler par impulsion. Maman, ai-je dit lentement, je ne suis pas en désaccord avec le fait que tu veuilles planifier pour l'avenir, mais la façon dont tu le fais va blesser les gens, surtout papa. Elle s'est mordu la lèvre. J'ai juste peur que personne ne soit là pour moi plus tard. Je l'ai regardé. Directement. Il est correct de s'inquiéter pour ton avenir, mais cet avenir ne peut pas être construit sur l'insécurité d'une autre personne. Jean a soupiré. Tu le vois, Monique, personne ne t'abandonne, mais tu dois arrêter de penser que tout est ton droit. Ma belle-mère a éclaté en sanglots, pas à grands cris, mais avec des sanglots étouffés. Je suis si fatigué. J'étais habitué à être le pilier, à prendre les décisions. Maintenant je dois demander pour tout. Je me sens inutile. En entendant cela, j'ai finalement compris. Derrière toutes ces erreurs, il y avait une peur profonde d'être laissé de côté. Tu n'es pas inutile, ai-je dit. Mais tu ne peux pas non plus tout contrôler. Lâcher prise n'est pas la même chose que perdre. Elle m'a regardé. Les larmes coulaient sur son visage. Chloé, si je n'avais pas fait cette bêtise ce jour-là, tu ne me regarderais probablement pas comme tu le fais maintenant. J'ai fait une pause d'une seconde et ensuite j'ai répondu avec sincérité, peut-être, mais il est aussi possible que si cela ne s'était pas produit, tu ne te serais jamais arrêté pour te regarder toi-même. Mes mots l'ont laissé glacer. À la fin, l'idée de vendre le terrain a été abandonnée. Jean est resté ferme dans sa décision de rester. Ma belle-mère n'a rien dit de plus, mais elle semblait complètement épuisée. Alors que nous partions, elle m'a appelé à la cuisine. Chloé, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Je sais que tu ne me fais plus confiance comme avant, mais je veux que tu saches que j'apprends à m'arrêter. Je l'ai regardée sans colère ni pitié. Prends ton temps, maman. Personne ne s'attend à ce que tu changes du jour au lendemain. Elle a hoché la tête. Les larmes tombaient. De retour dans la voiture, Lucas a gardé le silence pendant longtemps. Je crois qu'elle est plus faible que je ne le pensais, a-t-il dit. Parce qu'elle n'a plus de pouvoir, ai-je répondu. Quand les gens perdent leur pouvoir, leurs plus grandes peurs sont mises à nu. Il a pris ma main. Merci de ne pas être resté à l'écart. J'ai regardé par la fenêtre alors que les champs défilaient. Je savais que cette famille n'était pas encore stable. Ma belle-mère devait encore apprendre une nouvelle façon de vivre. Mon beau-père devait encore affronter sa vieillesse. Manon devait encore trouver son propre équilibre et moi je devais continuer à maintenir mes limites, mais au moins cette fois je n'étais plus une spectatrice passive. Après ce voyage à la campagne, j'ai senti un changement subtil mais profond dans la famille. Ce n'était pas un changement bruyant et dramatique, mais une transformation silencieuse, comme la terre après une tempête, plus molle, mais toujours pleine de vieilles racines. Ma belle-mère, Monique, n'appelait plus aussi souvent. Ses appels sont devenus plus courts, demandant principalement des nouvelles de la santé de mon beau-père. Et ensuite une question douce sur nous. Vous allez bien vous deux? Je répondais juste ce qu'il fallait. Pas froide, mais pas trop chaleureuse non plus. Je savais que si je m'ouvrais trop vite, les choses pourraient revenir facilement à la vieille dynamique. Et si je restais trop fermé, la famille ne serait plus que des murs. Mon beau-père, Jean, semblait plus à l'aise après que la conversation sur le terrain fut close. Il appelait Lucas plus souvent, pas pour se plaindre, mais pour partager de petites choses du quotidien. Le pomelo est en fleurs. La nouvelle poule a pondu un œuf. Ce matin il y avait de la rosée. Ces histoires apparemment triviales étaient pour moi des signes qu'il acceptait lentement une vie différente, moins accablée. Un soir, alors que Lucas et moi dînions, il a posé ses couverts et a dit lentement, « Chloé,
je crois que nous devrions rendre visite à mes parents plus souvent, pas par obligation, mais parce que j'ai peur que papa vieillisse et que je ne m'en rende pas compte. Je l'ai regardé sans surprise. Je ne m'y oppose pas, ai-je dit. Mais je veux que les choses soient claires. Nous y allons en visite, pas pour résoudre leurs problèmes. Il a hoché la tête. Je comprends. Et je le dirai clairement à maman. Je l'ai cru. Pas parce qu'il le promettait, mais parce que je pouvais voir qu'il avait vraiment changé de perspective. Il ne voyait plus le fait d'être entre deux camps comme une trahison envers l'un, mais comme la responsabilité d'un homme adulte. Pendant ce temps, Manon m'appelait de plus en plus. Elle me parlait du travail, de l'argent, des soirs où elle rentrait épuisée à la maison, mais elle n'osait pas appeler sa mère par peur de l'inquiéter. Elle m'a dit, « Chloé, je commence à comprendre comment tu as dû te sentir. C'est facile quand tu es à la maison, mais une fois que tu es seule, tu te rends compte à quel point tu es vulnérable. » J'ai écouté et j'ai souri. « Mais tu te débrouilles par toi-même, ai-je dit. C'est ce qui compte. » À la fin d'un mois, ma belle-mère m'a appelé de manière inattendue. Sa voix était différente, ni tremblante ni excessivement réservée. « Chloé, ce week-end je vais en ville. J'aimerais vous voir. » J'ai gardé le silence quelques secondes. Mon esprit repassant de vieux scénarios, mais je les ai écartés. « D'accord, ai-je dit. Préviens-nous juste quand, et Lucas et moi nous libérerons. » Elle a poussé un soupir de soulagement. « Je ne resterai pas longtemps. Je veux juste manger une fois avec vous deux. » Je l'ai raconté à Lucas après avoir raccroché. Il m'a regardé en attendant ma réaction. « Comment tu te sens par rapport à ça ?» a-t-il demandé. « Je ne refuse pas, ai-je dit, mais je ne serai pas tendu. Si quelque chose franchit une limite, je le dirai. » Il a hoché la tête et a pris ma main. « Je suis là. » Le jour où ma belle-mère est venue, le temps était doux. Elle est arrivée seule avec un petit sac cadeau. Quand elle est entrée, j'ai remarqué un changement immédiat. Elle s'habillait de manière plus simple. Ses mouvements étaient plus lents et ses yeux n'étaient plus inquisiteurs. « Chloé » a-t-elle dit doucement. « Oui, maman, entre, ai-je répondu. Le repas a été tranquille, juste nous trois. Elle a mangé lentement. Elle n'a pas essayé de me servir de la nourriture comme elle avait l'habitude de le faire et n'a pas fait de commentaires sur les plats. Après avoir fini, elle s'est assise sur le canapé, les mains croisées sur les genoux, comme si elle avait répété quelque chose depuis longtemps. « Chloé » a-t-elle commencé. « Je veux dire quelque chose. Si tu ne veux pas l'entendre, dis-le-moi simplement. » Je me suis assise en face d'elle en la regardant directement. « Vas-y, maman. » J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle dit à voix basse. Avant, je pensais toujours que tout ce que je faisais était pour la famille, mais je n'ai pas réalisé que j'utilisais la famille pour cacher mes propres peurs. J'ai écouté en silence, la laissant parler. J'avais peur de vieillir, peur d'être oublié, peur de ne pas être nécessaire. Elle a esquissé un sourire triste, alors je me suis accroché plus fort et plus je m'accrochais, plus je faisais du mal à tout le monde. Lucas s'est assis à côté d'elle en silence, mais j'ai vu sa main se serrer légèrement. « Chloé, je ne te demande pas d'oublier. Je te demande juste si tu me laisseras être à ma juste place. » Ces mots ont adouci mon cœur, pas par pitié, mais parce que je me suis rendu compte qu'elle avait finalement atteint la racine du problème. « Sais-tu quelle est la place juste ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Les larmes jaillissaient de ses yeux. « Être la mère de Lucas et la grand-mère de vos enfants un jour, pas la personne qui décide pour vous. » J'ai poussé un soupir très doux. « Si tu peux t'en tenir à ça, alors je n'ai aucune raison de t'éviter. » Elle a hoché la tête encore et encore, comme si elle craignait que je change d'avis. « Je m'en souviendrai. » Cet après-midi-là, alors qu'elle partait, elle s'est arrêtée à la porte et s'est tournée vers moi. « Chloé, merci de ne pas m'avoir écarté. » J'ai répondu honnêtement. « Je ne t'ai pas écarté, je suis simplement resté ferme. » Elle a compris. J'ai observé sa silhouette disparaître dans la rue. Mon cœur n'était ni léger ni lourd, juste une fragile sensation de paix, comme être debout sur un lac gelé juste après que la glace a fondu. Ce soir-là, Lucas m'a dit, « Je crois que maman est vraiment différente parce qu'elle n'a plus où se cacher. » C'est seulement quand les gens sont forcés de renoncer au pouvoir qu'ils doivent s'affronter eux-mêmes, ai-je dit. Il a hoché la tête.
Merci de m'avoir laissé apprendre cette leçon. J'ai souri. Tout le monde n'est pas assez courageux pour l'apprendre. Dans les jours suivants, j'ai vécu plus lentement. Je n'étais plus tourmenté par la question de savoir si j'avais été trop dur. J'ai compris que se protéger soi-même n'est pas égoïste. C'est une condition préalable pour gagner le respect des autres. J'ai aussi compris que la relation belle-mère-belle-fille ne pouvait pas s'arranger avec quelques conversations, mais au moins maintenant, elle ne se basait plus sur la peur ou le contrôle. Un après-midi, assis seul sur le balcon, je me suis souvenu du moment à l'aéroport, la valise échangée, les cris de panique de ma belle-mère. J'ai frissonné. Si ce n'était pas pour ce jour-là, je pourrais continuer à vivre une vie différente, une vie où j'étais toujours celle qui perdait. Je n'en voulais pas au passé. Je savais qu'il m'avait poussé là où je suis aujourd'hui. Une femme qui sait où est sa place et qui ne permettra à personne de la bousculer à nouveau. Après la visite de ma belle-mère, la maison est revenue à son rythme familier. Il n'y a pas eu d'événements dramatiques immédiats, mais je savais que c'était la phase la plus dangereuse, celle où la complaisance s'installe. Quand les vagues se calment, les gens ont tendance à penser que la mer restera calme pour toujours. Mais je n'étais pas la femme que j'avais été des années auparavant, celle qui se retirerait à la simple mention de la paix familiale. Lucas était devenu plus réfléchi, moins bavard, mais pas d'une manière évasive. Souvent je le surprenais dans des moments de profonde pensée, parfois me regardant pendant longtemps comme s'il pesait des mots qu'il n'était pas prêt à dire. Je ne l'ai pas pressé. J'avais appris que le silence peut parfois être plus productif que la conversation. Certaines pensées doivent être confrontées d'abord dans la solitude. Un soir, alors que nous vidions un placard, Lucas a sorti un vieux dossier plein d'actes et de documents. « Je suis en train d'organiser ça », a-t-il dit. « Je veux séparer clairement ce qui est à toi, ce qui est à moi et ce qui est à nous. Pas parce que je ne te fais pas confiance, mais parce que je ne veux pas que quoi que ce soit ambigu plus tard. » Je l'ai regardé un peu surprise. « Quand as-tu commencé à penser à ça ?» Depuis l'aéroport, a-t-il répondu. Depuis que je me suis rendu compte que la décision aveugle d'une personne pouvait dévier toute ta vie. J'ai hoché la tête. Je connaissais cette sensation. C'est seulement quand tu fais face au bord de tout perdre que tu te réveilles vraiment. Je n'ai aucune objection, ai-je dit. Être clair dès le début facilite les choses. Il a poussé un soupir comme s'il s'était enlevé un poids. J'avais peur que tu penses que j'étais calculateur. J'ai esquissé un petit sourire. Calculer pour se protéger mutuellement est différent de calculer pour gagner. Il m'a regardé et ses yeux se sont attendris. Dans les jours suivants, nous avons travaillé là-dessus ensemble avec calme, sans discussion ni tension. Je me suis rendu compte qu'une relation saine n'est pas une relation sans sujet sensible, mais une relation qui peut en discuter pendant que les deux personnes restent tranquilles. Pendant ce temps, Manon nous rendait visite plus souvent. Elle m'a raconté que son travail se stabilisait et que bien qu'elle n'économise pas beaucoup, elle joignait les deux bouts. Un jour, elle a dit avec une voix mêlée de tristesse et de résolution, « Chloé. Maman m'a appelé. Elle m'a demandé si j'avais besoin d'argent. » « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» ai-je demandé. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que je pouvais me débrouiller seule. Elle a souri faiblement. C'était la première fois que je le disais sans me sentir coupable. J'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux. Le respect de soi-même. « Comment ta mère a-t-elle réagi ?» ai-je demandé. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit « D'accord. C'est bien. » Manon a soupiré. Elle avait l'air si triste. Je n'ai rien dit de plus. Je savais que pour ma belle-mère, chaque cordon de dépendance coupé était une autre confrontation avec son propre vide. Mais c'était un voyage qu'elle devait faire seule. Un jour, mon beau-père a appelé. Sa voix un peu fatiguée. « Chloé, je veux te demander quelque chose. » « Oui, papa, vas-y. » Ta mère et moi pensons rénover la maison l'année prochaine, mais elle continue d'hésiter. Je crois qu'elle a peur de faire quelque chose de mal. J'ai fait une pause d'une seconde. Papa, peut-être que ce dont elle a besoin, c'est qu'on lui demande son avis, pas qu'on lui donne le pouvoir de décider. Jean a ri doucement. Tu as raison. Je suis tellement habitué à la laisser tout décider. Ce n'est pas facile de changer de rôle. Prends ça calmement simplement, ai-je dit. Personne ne s'habitue à une nouvelle façon de vivre du jour au lendemain.
Il a soupiré, mais sa voix était plus légère. Chloé, je suis vraiment content que Lucas t'ait. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Un week-end après-midi, ma belle-mère a rappelé. Cette fois sa voix était hésitante. Chloé, à la fin du mois c'est l'anniversaire de Lucas. J'aimerais venir manger, mais si ce n'est pas pratique, je ne viendrai pas. Sa façon de demander était complètement différente. Pas une annonce, mais une requête. J'ai regardé par la fenêtre en pensant soigneusement. D'accord, maman. Prévenez-nous quand vous arriverez pour que nous puissions planifier, ai-je dit. Juste un dîner de famille simple avec du bœuf bourguignon. De l'autre côté, elle a poussé un soupir de soulagement. Merci, Chloé. Après avoir raccroché, je me suis assise en silence. Je ne savais pas si cette décision était juste ou fausse, mais je savais une chose. Si je continuais à l'éviter, cette relation n'existerait que de nom. Mais si j'ouvrais la porte, je devais garder la main sur la poignée. Pour l'anniversaire de Lucas, ma belle-mère est venue avec mon beau-père. Elle a apporté une petite boîte. Quand elle me l'a tendue, elle a chuchoté, « Je ne savais pas que tu aimerais. » C'est une écharpe que j'ai tricotée moi-même. Je l'ai prise. Les points étaient inégaux, la couleur simple. Je savais que dans chacun de ces points, il y avait beaucoup de temps et de réflexion. Merci, maman, ai-je dit. Le dîner avec le bœuf bourguignon a été paisible. Personne n'a ressorti le passé et personne n'était excessivement rigide. Ma belle-mère n'a pas sermonné ni interféré. Mon beau-père a parlé avec Lucas de son potager. Manon a raconté des histoires de son travail. J'ai observé avec attention, non pour être sur mes gardes, mais pour confirmer que les limites étaient toujours là. Après le dîner, alors qu'il partait, ma belle-mère s'est attardée un moment. Chloé, a-t-elle dit, je sais que juste parce que j'essaie, ça ne veut pas dire que tout va aller bien tout de suite, mais je ne vais pas redevenir comme avant. Je l'ai regardée et j'ai répondu lentement. Je n'ai pas besoin que tu sois parfaite, maman. J'ai juste besoin que tu t'arrêtes au bon moment. Elle a hoché la tête, les yeux brillants. Cette nuit-là, quand nous étions seuls tous les deux, Lucas m'a dit, je crois qu'elle apprend à faire un pas en arrière. Faire un pas en arrière au bon endroit n'est pas perdre, ai-je répondu. Il a pris ma main. Je sais que si tu n'avais pas eu la tête aussi froide ce jour-là, cette famille aurait pu prendre une direction très différente. Je n'ai rien dit. J'ai pensé à la valise, à l'aéroport, au moment où j'ai choisi de ne pas rester silencieuse. J'ai compris que certains points de bascule dans la vie sont silencieux, mais leurs conséquences sont durables. J'ai aussi compris que le voyage devant nous n'était pas terminé. Ma belle-mère avait encore des peurs qu'elle n'avait pas nommées. Cette famille avait encore besoin de temps pour apprendre une nouvelle façon de vivre, mais au moins maintenant je n'étais plus une étrangère dans ma propre vie. Et si j'étais sûr d'une chose, c'était que la vraie peine n'arrive que quand on ose affronter la vérité au lieu de la couvrir avec le mot famille. Après le dîner d'anniversaire de Lucas, je pensais que nous avions atteint un équilibre fragile, mais acceptable. Il n'y a pas eu d'autres sursauts majeurs ni d'autres décisions qui me gardaient éveillé la nuit. La famille semblait apprendre à bouger plus lentement, avec plus de prudence, plus réservée avec ses propres émotions, mais je savais que c'était l'étape la plus difficile. Quand les gens commencent à maintenir au lieu de changer, un petit dérapage peut tout faire revenir au début. Ma belle-mère Monique n'est pas revenue visiter la ville tout de suite. Elle appelait plus régulièrement, mais chaque appel était bref, demandant principalement de notre santé, si Lucas travaillait trop ou si j'étais occupé. Il n'y avait plus de questions inquisitrices ni de sermons indirects. Je répondais le strict nécessaire, pas de façon évasive, mais pas non plus avec trop de familiarité. En maintenant cette distance, je me sentais plus en paix. Mon beau-père, Jean, était différent. Il m'a appelé en privé plusieurs fois, pas pour de grandes affaires, mais pour de petites choses. Il m'a demandé quel genre de plante était facile à cultiver, s'il devait peindre le porche d'une couleur claire ou foncée, quel cadeau acheter à Lucas pour Noël. J'ai compris qu'il essayait de compenser ces années de silence de la manière la plus lente et gentille qu'il connaissait. Un après-midi, alors que Lucas et moi rangions de vieilles boîtes, il a sorti un album photo plein d'images familières de son enfance. J'ai tourné les pages et j'ai vu une belle-mère différente, plus jeune, souriant plus, ses yeux pas encore chargés du poids qu'elle portait maintenant. Elle était différente, alors, a dit Lucas à voix basse. Ce n'était pas comme maintenant.
Personne ne devient comme ça du jour au lendemain, ai-je répondu. Ce sont juste des peurs qui se sont accumulées pendant trop longtemps. Il a hoché la tête. Je savais qu'il commençait à voir sa mère non seulement comme un fils, mais comme un homme adulte. À mesure que la fin de l'année approchait, l'ambiance festive m'a rappelé exactement un an auparavant. Le même moment où notre famille se préparait pour ce voyage, le même moment où la valise a été changée, j'ai frissonné. Il semblait que cela venait d'arriver. Si ce n'était pas pour cette décision, je ne savais pas où je serais dans ma vie. Un après-midi, Manon est passée avec quelques sacs. Elle souriait, mais semblait un peu fatiguée. Chloé. Je crois que je vais passer les fêtes avec maman et papa cette année. J'ai été un peu surprise. Tu y as bien réfléchi? Elle a hoché la tête. Je l'ai fait. Il ne s'agit pas de revenir à comme les choses étaient. Je veux juste voir si je peux lui faire face avec une mentalité différente. Je l'ai regardée pendant longtemps. Ce n'était plus la belle-sœur insouciante que j'avais connue. Elle avait appris à peser ses options, à se remettre en question. Si tu sens que ça ne va pas, tu peux toujours revenir, ai-je dit. Elle a souri. Je sais. Grâce à toi, je sais que j'ai une sortie. Ces mots m'ont fait un nœud à la gorge. Je ne m'attendais jamais à ce que ma propre clarté devienne une source de soutien pour une autre personne. Ce soir-là, Lucas m'a dit, maman et papa veulent que nous venions pour les fêtes quelques jours. Je n'ai pas répondu immédiatement. Mon esprit s'est rempli d'images et de scénarios. Tu veux y aller? Lui ai-je demandé. Oui, je veux, a-t-il dit clairement. Mais seulement si tu te sens en sécurité. Je l'ai regardé. Cette fois, je n'ai pas senti qu'on me mettait dans une position difficile. Juste pour quelques jours, ai-je dit. Et nous devons convenir de quelque chose d'abord. S'il se passe quelque chose qui me met mal à l'aise, nous partons immédiatement. Il a hoché la tête sans hésiter. D'accord. Nous sommes arrivés 3 jours avant Noël. La campagne en Auvergne était calme, un monde à part de la ville. Ma belle-mère nous a reçus à la porte. Elle semblait un peu mal à l'aise, mais a essayé de garder son calme. « Vous êtes déjà là ?» a-t-elle dit. « Oui, madame, ai-je répondu poliment. Le premier dîner a été paisible. Monique avait beaucoup cuisiné, mais elle n'a pas mis de nourriture dans mon assiette ni ne m'a pressé de manger ceci ou cela. Elle a juste demandé, « Chloé, la nourriture est bonne ?» Oui, c'est bon, ai-je répondu. Cette nuit-là, couché dans le lit, j'ai écouté le vent chuchoter dans les arbres dehors. Je ne me sentais pas aussi tendu que je l'espérais, mais je n'étais pas non plus détendu, je maintenais une vigilance nécessaire. Le lendemain, quelques proches sont venus tôt. L'oncle Pierre était là. Il m'a regardé avec un regard inquisiteur, mais n'a pas dit grand-chose. Quand quelqu'un a fait une vague allusion à ce qui s'était passé, ma belle-mère a parlé de manière inattendue. C'est le passé. On ne parle pas de ça dans cette maison. La table est restée silencieuse. Je l'ai regardée pour la première fois. Elle n'évitait pas ni ne blâmait. Cet après-midi-là, quand nous étions juste toutes les deux dans la cuisine, Monique lavait la vaisselle et a dit à voix très basse, « Chloé, je sais que tu te méfies encore de moi. » Je ne l'ai pas nié. « Oui, madame. »« Je ne te blâme pas, » a-t-elle dit. « Si c'était moi, je serais pareil. » J'ai été surprise, mais je n'ai rien dit. Je veux juste que tu saches que j'essaie de vivre différemment, pas pour que tu me pardonnes, mais pour pouvoir continuer à me respecter moi-même. Ces mots ont adouci mon cœur, pas par émotion, mais parce que je me suis rendu compte que pour la première fois elle parlait d'elle-même, sans se cacher derrière l'idée de famille. Fais ce que tu sens être juste, ai-je dit. Tu n'as pas à te presser. Elle a hoché la tête sans en dire plus. Le soir de Noël, la famille s'est réunie sous le porche. Les feux d'artifice explosaient au loin. J'étais debout à côté de Lucas, sa main dans la mienne. Ma belle-mère était à quelques mètres, sans nous accabler, sans attirer Lucas vers elle comme elle avait l'habitude de le faire. J'ai regardé la scène, une étrange sensation m'a envahi. Ce n'était pas un bonheur complet, mais une paix consciente. Tout le monde savait où il était. J'ai compris que cette famille n'était pas guérie, mais elle avait cessé de se faire du mal inconsciemment. Le matin de Noël, je me suis réveillé avant tout le monde. L'air de la campagne était frais,
une fine couche de givre s'accrochait encore aux arbres. J'ai mis un manteau et je suis sorti sur le porche, debout pendant longtemps, observant la cour humide, le chant lointain d'un coq, le son du vent. C'était si silencieux que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Pour la première fois depuis des années, je me suis réveillé chez mon beau-père sans un poids sur la poitrine. Ma belle-mère Monique s'est réveillée un peu après. Elle est sortie, m'a vu sur le porche, s'est arrêtée un moment et a ensuite hoché la tête en guise de salutation. « Tu t'es levé tôt ? » « Oui, madame, j'ai l'habitude, ai-je répondu. Elle s'est mise à côté de moi, maintenant une distance confortable, sans s'immiscer ni scruter. Nous étions là ensemble dans un silence qui n'était pas gênant. « Tu as bien dormi ces jours-ci » a-t-elle demandé lentement. « Oui, assez bien. » Elle a hoché la tête en regardant la cour. « C'est bien. » C'était tout. Mais j'ai compris que pour elle, même demander ça était un grand effort. Le petit déjeuner de Noël a été simple. Mon beau-père Jean nous a souhaité à chacun de bonnes fêtes. Quand il est arrivé à moi, il a dit, pour la nouvelle année, tout ce que je souhaite c'est la paix pour vous, les enfants. J'ai incliné la tête. Oui, papa, merci. Lucas était à mes côtés, sa main reposant légèrement dans mon dos, un petit toucher, mais suffisant pour savoir qu'il était là, solide. Après le petit déjeuner, Manon s'est préparée pour retourner à la ville. Elle a étreint sa mère pendant longtemps. J'ai vu ma belle-mère lui donner des petites tapes dans le dos, sans s'accrocher, sans lui donner trop d'instructions. « Appelle si tu as besoin de quelque chose », a-t-elle dit. « Je le ferai », a répondu Manon et ensuite elle s'est tournée vers moi. « Chloé, je m'en vais. »« D'accord, conduis prudemment », ai-je dit alors que sa voiture disparaissait. J'ai vu ma belle-mère rester à la porte longtemps avant de se retourner pour entrer sans larmes. Peut-être qu'elle aussi apprenait à accepter l'espace entre eux. Cet après-midi-là, Lucas et moi sommes allés visiter les tombes de ses grands-parents. Sur le chemin rural familier, il a ralenti le pas pour marcher à mes côtés. « Chloé » a-t-il dit. « Je sais que n'importe qui n'aurait pas pu faire ce que tu as fait. »« Qu'est-ce que tu veux dire » ai-je demandé. « Garder son calme quand on te met en danger, » a-t-il dit, « et ne pas devenir amer après. » J'ai souri faiblement. Je ne suis pas si noble. J'avais simplement peur que si je n'avais pas la tête froide, ma vie serait dictée par une autre personne. Il a hoché la tête. Je savais que c'était une leçon qu'il avait aussi apprise. Les fêtes se sont passées pacifiquement, sans incident ni conflit, mais je savais que cette paix n'était pas due à la chance. C'était parce que chaque personne se tenait à une place différente. La veille de notre retour en ville, ma belle-mère m'a appelé dans sa chambre. « Chloé » a-t-elle dit à voix basse. « Je ne vous dirai pas au revoir à la porte. Je crains de te mettre la pression. » Je l'ai regardé et un nœud s'est formé de manière inattendue dans ma gorge. « Tu n'es pas obligé de faire ça, maman. » Elle a secoué la tête. « J'ai besoin de le faire » a-t-elle dit. « Parce qu'avant je faisais toujours des choses qui mettaient les autres mal à l'aise. » Elle a sorti un petit sac en tissu d'un tiroir. « Je n'ai pas grand-chose, juste quelques économies. Je te le donne à toi aussi. Considère-le comme ma façon d'apprendre à donner de la bonne manière. » Je ne l'ai pas pris tout de suite. « Maman, nous n'en avons pas besoin. »« Je sais, » a-t-elle dit, « mais ce n'est pas pour l'argent, c'est pour ma tentative d'amender les choses. » J'ai regardé Lucas. Il a hoché la tête très légèrement. J'ai pris le sac sans l'ouvrir. « Merci, maman. » Elle a poussé un soupir comme si elle s'était enlevé un grand poids. La voiture s'est éloignée de la maison. À travers la vitre, j'ai vu ma belle-mère debout sur le porche, sans saluer, juste en regardant. L'image ne m'a pas attristé. Elle m'a fait comprendre. Certaines relations n'ont pas besoin d'être tenues avec force, elles ont juste besoin d'arrêter de se faire du mal. De retour en ville, la vie a continué. Travail, tâches, soirée tranquille. Ma belle-mère appelait moins souvent, mais chaque appel était gentil. Mon beau-père envoyait parfois des photos de son potager. Manon s'est installée dans sa propre vie. Lucas et moi avons appris à vivre comme une vraie famille avec amour, limites et responsabilité. Un après-midi, alors que je nettoyais un placard, j'ai trouvé la vieille valise grise. Je suis resté à la regarder longtemps.
Tant de choses avaient commencé avec cette valise. Tant de tournants dans ma vie étaient liés à la décision de la changer. Lucas m'a vu là debout et a demandé « À quoi tu penses ?» J'ai souri. Je pense que si je n'avais pas fait ça, je serais probablement une personne différente aujourd'hui. Quel genre de personne ? A-t-il demandé. Quelqu'un qui vivait pour l'harmonie, mais qui s'est perdu lui-même dans le processus, ai-je répondu. Il s'est approché et s'est mis à côté de moi, sa voix basse. J'ai de la chance que tu aies eu la tête si froide ce jour-là. J'ai fermé la valise. Je n'avais pas besoin de la garder comme souvenir. J'avais juste besoin de garder la leçon. 1 an plus tard, notre famille a eu un petit dîner sans occasion spéciale. Ma belle-mère est venue en visite. Ce n'était plus la femme qui me faisait me préparer à la défense. Elle parlait doucement, demandait le juste nécessaire. Quand elle n'était pas sûre de quelque chose, elle demandait un avis. Quand je disais non, elle s'arrêtait. Parfois je la surprenais à me regarder longtemps. Son regard n'était plus méfiant ni contrôlant, juste quelque chose de très humain, un mélange de regret et de gratitude. Quand elle est partie, elle m'a dit quelque chose à voix très basse. Chloé, je sais que certaines blessures ne disparaissent jamais, mais merci de ne pas avoir laissé cette famille se briser. J'ai répondu lentement. Cette famille ne s'est pas brisée parce que tout le monde a été prêt à s'arrêter au bon moment. Elle a hoché la tête. Cette nuit-là, couché près de Lucas, écoutant le son lointain de la circulation, j'ai pensé au chemin que j'avais parcouru d'une belle fille soumise à une femme qui osait se protéger. Je n'étais pas devenu dur, j'étais simplement devenu clair. Je me suis rendu compte que la plus grande leçon que j'avais apprise n'était pas la ruse, mais le courage. Le courage de ne pas rester silencieuse quand on me mettait en danger. Le courage de dire non aux choses cachées derrière le mot famille et le courage de ne pas devenir une personne amère après avoir survécu à tout cela. Ma famille n'est pas parfaite. Ma belle-mère n'est pas devenue une personne différente du jour au lendemain. Mais nous avons appris quelque chose d'important. L'amour ne signifie pas sacrifice aveugle et préserver une famille ne signifie pas accepter le mal. Si quelqu'un me demandait ce que j'ai appris de tout cela, je dirais qu'une femme avec la tête froide n'est pas une femme froide, c'est une femme qui sait se protéger pour continuer à avoir la force d'aimer de la bonne manière. Et si je pouvais revenir à ce moment à l'aéroport il y a 1 an, debout entre 2 valises identiques, je choisirais encore de les changer, non pas parce que je soupçonnais, mais parce que j'avais appris à ne plus jamais remettre ma vie entre les mains d'une autre personne. Non.